Le Réseau des Sports est fier de vous présenter la Super Série Canada-Russie 2007, match numéro 2, en provenance de l'aréna de Oufa, en Russie. Bon mercredi tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce deuxième reportage de cette Super Série Canada-Russie 2007. Eh bien oui, c'est le deuxième match. Je vous rappelle que le Canada a remporté le match numéro 1 lundi dernier. Une victoire au compte de 4-2. On va revoir quelques faits saillants de cette rencontre où les Russes ont bien amorcé la rencontre. Grâce à 2 buts, Solodouin et Ryabev ont donné les devants 2-0. Et ça s'est gâché par la suite là, du côté des Russes, alors que le Canada a pris les choses en main grâce à Stephen Lejeune et Kyle Turris. Somme toute, par la suite, ça a été l'affaire du Canada avec le duo Gagné-Marchand, un but, une passe chacun dans ce match. Et on voit ici le but sur un tir de pénalité marqué par Kyle Turris, tout un jeune joueur fort talentueux. Et par la suite, le Canada qui finalement n'a plus jamais regardé en arrière pour l'emporter 4-2. Peut-être un point à souligner dans ce match, les infériorités numériques ont été très efficaces du côté du Canada grâce à Brandon Sutter. Et le Canada qui s'en est bien tiré, n'accordant qu'un but en 13 infériorités numériques. Donc, excellente performance pour le Canada. Alors, évidemment, match numéro 2 très attendu. Et pour nous en parler, on retrouve à l'instant Normand et Stéphane. Merci beaucoup, Michel. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue, Normand, pour ce deuxième match de la Super Série. Michel en a parlé un petit peu. Les unités spéciales, ça n'a pas fonctionné beaucoup pour la Russie. Ils devront profiter des occasions. Et du côté du Canada, devront faire attention là, de ne pas prendre trop de punitions. Exactement. Dès le premier match, les Russes ont montré des signes d'inefficacité en supériorité numérique. Un but seulement en 13 tentatives, Stéphane. Et il y a eu là-dessus 2 fois où les Russes étaient en double supériorité numérique pour plus d'1 minute. Alors, en deuxième période, ce qu'on a vu de la part du Canada, c'est un ajustement de la première. C'est-à-dire, on a très bien couvert le centre de la glace. Les joueurs russes ont été incapables d'aller déranger le gardien de but, Mason, lors du dernier match. Alors, c'est sûr et certain que les Russes vont travailler sur cette facette pour essayer d'améliorer leur jeu en supériorité numérique et bénéficier de marquer des buts et faire payer le Canada sur cette... Normand, tu as parlé de Steve Mason. C'est pas lui qui va être là aujourd'hui, même s'il a bien fait. C'est place à Jonathan Bernier, le gardien de la Ligue junior majeure du Québec, qui a peut-être quelque chose à prouver un petit peu, parce que oui, il est allé à la Coupe Memorial, mais l'an passé, il avait été retranché au camp d'équipe Canada junior. Et ce fameux défi présentement, ce que ça donne à l'équipe canadienne, et même aux Russes, c'est un aperçu de ce qui va se passer au mois de décembre. C'est la meilleure façon de sélectionner les joueurs parce que c'est les 2 grandes puissances, il faut se le dire, dans les 4-5 dernières années, les Russes et le Canada ont fait fiche, ont été les meilleurs, c'est-à-dire premier ou deuxième. Alors c'est sûr que la sélection se fait à travers les 2 meilleures nations. Alors pour ce qui est du gardien de but Bernier, c'est un bon test et je suis convaincu qu'il va vouloir relever le défi. Et ça va aider évidemment en désavantage numérique l'équipe de Brent Sutter. Merci Normand. Donc dans quelques instants, place au match numéro 2 de cette Super Série 2007. La Super Série Canada-Russie vous est présentée par NikeTraining.ca. Les médailles font oublier la douleur. Soyez de la formation partante cet été. De retour à Oufa pour ce deuxième match de cette série. Et Normand, on les a aperçus brièvement à l'écran. 2 arbitres de la Ligue canadienne de hockey qui vont être d'office de ce match. Sean Reed, qu'on a aperçu brièvement de la Ligue d'Ontario, et Marc Mullart de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc 2 officiels canadiens pour le match numéro 2 de cette super série. Il y a quelques changements dans l'alignement du Canada. Josh Godfrey, Zach Hamill ont été laissés de côté. Et place à Dana Tyrell, qui n'était pas là dans le premier match. Et place également au défenseur Ty Wishart. Donc, bon match, mesdames, messieurs. Le Canada a évidemment son chandail blanc. Le Canada, il faut le mentionner dans ce match, est l'équipe locale. Ouais. Donc, à le dernier changement, Brent Sutter pourra appliquer ses joueurs en réaction à ce que l'entraîneur russe Sergei Nemchinov fera au cours de cette rencontre. Alexandrov qui est allé d'une passe, oui. Et Leyland Irving, Stéphane, qui est l'adjoint de Jonathan Bernier, Steve Mason, qui n'est pas en uniforme pour le match. Et en principe, Leyland Irving sera le gardien pour le match de vendredi. Par la suite, ce serait intéressant de voir ce que Sutter va faire lorsqu'il aura vu à l'œuvre ses 3 gardiens, une fois chacun. Et les Russes ont pratiqué intensément la supériorité numérique lors de la journée de repos entre les 2. Et du côté des Russes, même si Semen Varlamov est le gardien qui est le plus haut coté du côté de la Russie, on a décidé d'y aller avec Sergei Bobrovsky pour ce match, le numéro 35. Seulement 7 matchs
de préparation pour Bobrovsky au niveau avec les hommes, avec les matchs hors concours qu'il a disputés. Alors, c'est un joueur qui a pratiqué beaucoup plus au niveau junior qu'autre chose. Brad Marchand là, qui renvoie devant pour Sam Gagné. Gagné qui tentait de s'amener dans son adverse a été stoppé dans sa manœuvre. Du côté de la Russie, on retourne autour de Anton Blavatsky qui renvoie derrière le filet. C'est repris par finalement Brad Marchand le long de la rampe qui tente de pousser pour lui-même. Marchand qui a joué mollement là-dessus là, et momentanément les Russes se sont emparés du disque. On se regroupe derrière autour de Evgeny Kourbatov. L'ajustement majeur du côté canadien doit être au niveau de la discipline. L'équipe de Brent Sutter doit éviter le banc de pénalité le plus possible sans toutefois enlever l'échec avant et les mises en échec qu'il propose aux Russes à chaque occasion. Marchand a gagné à Claude Giroux, un excellent trio lors du premier match. Marchand et Gagné qui avaient récolté un but et une passe chacun lundi. Claude Giroux des Olympiques de Gatineau. Contre-attaque menée par le défenseur de 17 ans, Voinov, du côté de la Russie, qui appuyait l'attaque, le numéro 30. On le rappelle, lui, il était là à 16 ans l'an passé au championnat du monde de hockey junior. Vyacheslav Voinov, le numéro 30, un nom à surveiller. Il est admissible à la séance de sélection de Ligue nationale cette année. Et là, c'est l'autre défenseur de 17 ans du côté de la Russie, Chudinov. Chudinov qui a poussé plus loin, visait son coéquipier Kulikov, mais ce dernier a fait une chute. Dès les premiers instants, Stéphane, on voit les Russes beaucoup plus physiques que ce qu'on a vu lors du dernier match contre le Canada. Legion qui a tenté de remettre devant Lucic qui s'est amené, le capitaine de la formation canadienne. Legion va être chassé pour avoir porté son bâton trop élevé. Alors, ça recommence pour le Canada. Oui, je parlais de la discipline. On va voir ici la dernière incursion. Mais les batailles 1 contre 1, encore une fois, le Canada les domine. On va voir ici Legion s'amener. Et parce qu'il a donné un coup de bâton sur la mitaine ou sur le bras du gardien de but Bobrovsky, eh bien, l'attaquant de 19 ans va être chassé. Un autre qui vient de Oakville, j'en ai parlé lors d'une première émission, Stéphane. Il y a 4 joueurs qui sont de provenance de la ville de Oakville. Legion en est un. Il appartient, lui, à Columbus. Il a été repêché au dernier encamp en 2e ronde, 37e au total. Un joueur à caractère défensif évolue avec Mississauga en Ontario. Et c'est sa première expérience au niveau du programme canadien. Il n'a jamais fait partie des moins de 17 ans ou des moins de 18 ans. Alors, c'est la même chose pour Milan Lucic. Même chose pour David Perron également. David Perron et jamais de présence. Bonne mise en échec ici à l'entrée de territoire appliquée par le défenseur russe Dadonov. En fait, c'était l'attaquant qui se repliait en défensive et il a attendu Cody Emerton solidement là-dessus. Lucic, Stéphane, déjà le capitaine, n'a aucune expérience internationale et nommé capitaine de la formation canadienne. Mais il a été le joueur par excellence de la dernière Coupe Memorial à Vancouver en mai dernier avec les Giants de Vancouver. Parce que ces derniers ont remporté la grande finale face aux Tigers de Medicine Hat. Alors, attaque massive pour la Russie. On l'a dit, ça n'a pas fonctionné beaucoup lors du premier match. 1 en 13. Et là, on s'échange le disque dans le coin. C'est repris par Dadonov. Dadonov qui remet derrière à Cherepanov, qui est employé comme arrière sur cette attaque massive, le numéro 7 de la Russie. Celui qu'on surnomme l'Express de la Sibérie. Ouais. La rondelle revient à ce dernier, Cherepanov, premier choix des Rangers. Le tir bloqué par Bernier. Il a joué de chance un peu là-dessus. Je ne suis pas certain qu'il a bien suivi le disque. Il avait le gros Keaton Ellerby devant lui, numéro 5. Mais encore une fois, bon travail du Canada. On a gardé les Russes à l'extérieur de la boîte défensive. Aucune incursion et personne ne dérange la vue du gardien de but, Jonathan Bernier, devant le filet. Chudinov là, qui prend bien son temps, fait demi-tour avant de sortir de son territoire. Chudinov là, qui s'esquive devant Claude Giroux qui s'amenait en contre-attaque. On renvoie dans le coin à la poursuite du disque, c'est Alexander Ryabev. Ryabev qui laisse derrière. Wishart était là. Vishnevski le tir qui a été bloqué par Jonathan Bernier. Ivan Vishnevski qui évolue avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue junior majeure du Québec. La dernière entrée en territoire les Russes qui tentent de garder la rondelle. Encore une fois, Wishart, bon travail à 1 contre 1. Et lorsque Bernier va voir la rondelle, Stéphane, tout au long de sa trajectoire et qu'il n'y a pas personne devant le filet qui fait écran sur son travail, eh bien Bernier va faire des arrêts assez faciles. Le jeu qui a repris, Bernier, qui on le rappelle, avait été blessé à la cheville en janvier dernier, qui lui a fait rater les 24 derniers matchs en saison régulière des Maniacs de Lewiston l'an dernier. Il était revenu à temps pour les séries. Brandon Sutter, là, qui est venu frapper à la porte sur la dernière séquence, pendant qu'on apercevait Legion qui vient de quitter le banc des punitions. Donc, on est revenu avec des formations complètes. Bon travail qui se poursuit pour le Canada en désavantage numérique. Et évidemment, avec Jonathan Bernier devant la cage, ça va aider davantage la troupe de Brent Sutter. Solodouin qui a laissé derrière la rondelle qui lui est revenue à la suite de cette passe de Mayorov. Bon trio, ce Kablukov, Mayorov et Solodouin.
On s'amène dans zone adverse. On transporte le 10 du côté canadien. C'est Colton Gillies. Gillies qui est employé avec Boychuk et Emerton. Gillies qui était un peu le 13e attaquant lors du premier match, mais on le sait, il avait remplacé à quelques reprises David Perron. Ouais. Perron qui avait écopé d'une punition là, pour indiscipline en début de match. Alors, Brad Sutter n'avait pas hésité à lui faire réchauffer le banc quelque peu. Bon échec avant, encore une fois. Bonne mise en échec de la part de Gillies. Et ça, c'est le 4e trio, comme c'est mentionné, Stéphane. Bel échec avant. On met de la pression sur le porteur de la rondelle, forçant les Russes à faire des jeux rapides. Evgeny Dadonov, là, en possession du disque, il laisse à Mayorov. Mayorov dans le coin. Mayorov toujours en possession de la rondelle. Passe devant. C'était pour Anisimov. Il n'a pas été en mesure de prendre un bon tir. La rondelle qui bondit dans le coin. Là, il y a Colton Gillies qui fait une chute pour le Canada. La Russie qui tente de contourner la défensive et contrôler bien la rondelle là, au cours de la dernière séquence. Finalement, c'est John Tavares qui va d'une remise en zone adverse. Le numéro 20 du Canada, on l'a pas beaucoup vu lors du premier match, âgé de 17 ans. Tavares, on rappelle, en 72 buts l'an dernier avec les Generals d'Oshawa dans la Ligue junior de l'Ontario. Hors jeu à l'entrée du territoire, on va s'arrêter pour une pause. Vous regardez la Super Série 2007 à l'antenne de RDS. Je vous dis qu'il y a du monde pour qui c'est important la protection de leur ordinateur. Mais il y a moyen de faire plus simple. Profitez de 90 jours gratuits de protection maximale en vous abonnant à l'un de nos services Internet et au service de sécurité maximum. Le service Internet de Vidéotron, le plus rapide et le plus fiable. Point final. On va reprendre tout juste à l'extérieur du territoire canadien. C'est remporté par Anisimov qui s'amène dans zone adverse et se fait soutirer le 10 par Kyle Turris. Turris qui s'amène en zone adverse avec David Perron qui transportait le 10. Perron qui a été attendu là, par le défenseur Igor Zubov. Tir qui a été partiellement bloqué en défensive et c'est la sortie cette fois de Alexandrov, Vasilunov plutôt, qui a remis à sa gauche à Anisimov. Anisimov perd le disque et c'est David Perron qui reprend au centre. C'est ce qui vient devant un rival. Perron tente de pousser pour lui-même, toujours en possession du disque. Il est vraiment habile avec ses mains, Perron. La passe pour Turris, le tir qui a été bloqué. Remise derrière, ça va dans le coin. Finalement, c'est Tavares qui reprend. Tavares qui tente de protéger le disque. Tavares derrière pour Perron. Perron à Turris. Bon travail, là, ce qu'on appelle en anglais le cycling dans le coin. On s'est passé le disque un en dessous de l'autre. Cycling, ouais. Perron qui a... J'ai essayé de le dire en anglais et en français en même temps. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas bien. Mais les Anglais et les Français. Là. Mais cyclage, pas sûr que c'est un bon... On va dire circulation en zone offensive. Oui, c'est ça. Un mouvement circulaire qui fait en sorte que c'est difficile à jouer les situations de 1 contre 1 pour la défensive adverse. On reprend autour de Sheripanov. Sheripanov qui s'est esquivé par un rival. Sheripanov s'amène en zone adverse, tente de créer l'espace. Belle mise en échec de Brandon Sutter qui vient d'accueillir Sheripanov solidement. On s'arrête pour une pause. Rendons hommage au poulet teriyaki aux oignons doux des restaurants Subway. Saluons ce poulet assaisonné au teriyaki totalement délicieux. Ce pain encore chaud et cette divine sauce aux oignons doux. Puis, attachons notre ceinture et amenons nos papilles gustatives en voyage au pays des mille et une saveurs, vers une symphonie du goût qui compte 5 grammes de gras. Le poulet teriyaki aux oignons doux. Subway, mangez frais. Et Normand, dans quoi, 9 mois à peu près, du 2 au 18 mai 2008, pour la première fois de l'histoire, le championnat mondial de hockey senior sera présenté au Canada. Les matchs qui vont vous provenir du Colisée Pepsi à Québec et également du Metro Center à Halifax. Alors, les coordonnées sont là pour les billets, site Internet également. Alors, si vous voulez assister à du hockey de haut niveau, du hockey international, ben, ça va se passer à Québec et à Halifax en mai prochain. Et ceux qui s'inquiètent pour à quelle heure on va présenter ces matchs-là, on va essayer d'être le moins possible en conflit avec la Ligue nationale parce qu'on sait qu'à cette période, on est dans les séries de la Coupe Stanley. Alors, Brandon Sutter a été chassé pour cette mise en échec, appliquée solidement à l'endroit de Sheripanov. Et la raison est bien simple, c'est qu'il a touché à la tête de son rival. Et en hockey international, ben, on ne tolère absolument pas une mise en échec où on touche à la tête. Alors, on a donné 2 minutes à Sutter pour assaut. Ouais. Alors, c'est autre avantage numérique pour la Russie, deuxième dans ce match. Il ne faut pas oublier qu'au niveau international,
Fédération internationale de hockey sur glace demande la tolérance 0. Ouais. On se met en zone adverse là, pour cette attaque massive du côté de la Russie. C'est Dadonov qui a poussé à Glovatsky. La rondelle revient à Dadonov. Derrière à Cherepanov, son tir qui est passé à la droite de Jonathan Bernier. Dans le coin, là, c'est repris par Bodorov. Bodorov qui a poussé plus loin. Ça revient à Cherepanov. Cherepanov qui a raté cette passe à la ligne bleue et on doit se réorganiser derrière le filet du gardien Sergei Bobrovski. Pas beaucoup de circulation de la part des Russes devant le filet du gardien de but canadien Jonathan Bernier. Tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas obstruction sur sa vue et on n'essaiera pas d'aller déranger le gardien, ça va être facile pour lui. Encore une minute à faire à l'avantage numérique de la Russie. On s'amène en zone adverse autour de Anisimov. Anisimov surveillé par Claude Giroux. Anisimov qui laisse derrière pour Dadonov. Poussé dans le coin de l'autre côté. Intervention défensive de Karl Hausner qui a raté sa sortie de territoire. La rondelle est reprise par Keaton Ellerby. Ellerby qui perd dans le coin. Ça revient derrière à Vishnevski. Le tir de Vishnevski, bloqueur défensif. Retour, bel arrêt de Bernier là-dessus sur ce tir du revers de Anisimov. Derrière le filet, on se dispute la rondelle à 3. C'est finalement repris par Dadonov. Dadonov derrière. Ça revient à Vishnevski. Tir de Vishnevski qui est passé à la droite à nouveau de Jonathan Bernier. Je crois que ça a dévié devant. Et finalement, le Canada qui va d'un dégagement complet avec 20 secondes à faire à la punition mineure de Brandon Sutter. Très bon travail d'Artem Anisimov, le numéro 12 russe, qui vient tout juste de signer un contrat avec les Rangers de New York, l'équipe de Tom Rennie. Elle avait été repêchée en 2006, Anisimov. Encore une dernière chance peut-être pour l'attaque massive de la Russie pendant qu'on voit Brandon Sutter au banc des punitions qui s'apprête justement à sortir du banc des punitions. Donc on revient avec des formations complètes. Et là, il y a une mise en échec qui a été appliquée par Doronin. Doronin qui a frappé le numéro 21 canadien Stephen Lee John. La protection défensive, Stéphane, de la boîte de l'enclave canadienne est impeccable. Les Canadiens exercent un rôle prépondérant devant leur gardien de but et ne donnent pas beaucoup de chance aux Russes pendant qu'on voit la dernière séquence. Les Russes ont tenté de profiter d'un tir au filet. Ivan Vishnevski qui possède un très bon lancer, justement. On le voit à l'œuvre régulièrement avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Pas beaucoup de deuxième chance pour aller récupérer la rondelle pour les Russes parce qu'encore une fois, les défenseurs canadiens, même les attaquants impliqués en défensive jouent un très gros rôle en défensive pour le Canada. Et ça, c'est des exigences qui viennent de la part des entraîneurs et en tête Brent Sutter. On va reprendre en territoire canadien. C'est le trio de Sam Gagné, Brad Marchand et Claude Giroux sur la patinoire. Gagné et Marchand qui faisaient partie de l'équipe canadienne qui a remporté la médaille d'or en Suède en janvier dernier. Claude Giroux là dans le coin. Giroux qui perd le disque. Sam Gagné qui tente de reprendre. Gagné qui va d'un tir qui a été bloqué par Bobrovski qui conserve le disque. Il y avait Giroux qui était tout prêt pour prendre le retour. Quand Marchand évolue sur le trio avec Sutter et Legion, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il amène beaucoup de rapidité. C'est pas seulement un trio en défensif. Là, il est avec Sam Gagné qui est un habile marqueur. Et Marchand est capable d'offrir les deux facettes. Aussi bon en défensive qu'il est capable de s'impliquer en attaque de par sa grande rapidité. Alors, un joueur qui est très efficace. J'ai hâte de voir comment les Bruins de Boston vont négocier avec lui pour les années futures. Brad qui appartient aux Bruins depuis 2006 a été repêché en 3e ronde. Alors, j'ai hâte de voir comment les Bruins vont faire évoluer le jeune dans leur programme. Brad Marchand, c'est une petite peste, un genre de joueur, là, un mélange de Dale Hunter, un mélange de Matthew Barnaby, mais il a des bonnes qualités offensives. Exactement, c'est ce qui fait de lui un joueur qui peut être utile à plusieurs niveaux. Et pour mettre le feu là, dans un coin de patinoire, Brad Marchand dans la Ligue junior majeure du Québec, là, il n'a pas son pareil. Pour le comparer peut-être à quelqu'un qui est partisan du Canadien, un genre de Maxime Lapierre, mais il a peut-être plus d'habileté offensive que Maxime Lapierre, mais Lapierre, il aime ça déranger aussi l'adversaire. Lapierre est un peu plus robuste, c'est plus gros que Brad. Danty là, qui s'amène, à belle esquive devant le défenseur, a tenté de prendre un tir, finalement a choisi pour la passe. De l'autre côté, c'est Hausner qui va d'un tir facilement bloqué par Hausner et on se pousse un peu devant le filet. Là, on commence à avoir un petit peu plus d'animosité avec... Et ça, Stéphane, on va le développer évidemment avec 8 matchs à faire et si le Canada continue d'aller de la même veine, eh bien, ça va être de plus en plus frustrant pour l'équipe russe qui, soit dit en passant, ça les sort de leur plan de match. Eux, leur plan de match, c'est pas de frapper. Le Canada les force à jouer ce genre de match et ça ne plaît pas évidemment aux joueurs russes. Eux, ils aiment bien mieux travailler avec la rondelle et tenter d'être une équipe qui exerce un bon contrôle de la rondelle, mais les Canadiens font tellement un échec avant rapide et gagnent les batailles à 1 contre 1. C'est très difficile pour l'équipe de Sergei Nemchinov de s'imposer.
Le jeu qui a repris, le tir de Marchand à courte distance qui a été bloqué par Bobrovski. Autre mise en jeu remportée par le Canada en zone offensive. Marchand dans le coin là, qui tente de se défaire de Voinov. Voinov qui effectue du bon travail. Je le disais lors du premier reportage, porte le protecteur facial complet parce qu'il n'a pas 18 ans. Les joueurs de 17 ans et 16 ans sont obligés. Là, alors, du côté canadien, il n'y a que John Tavares qui se retrouve dans cette situation-là. Du côté de la Russie, on en a deux défenseurs, Chudinov et Voinov. Tous les deux éligibles en 2008. Oui. Tavares, lui, ce sera en 2009 parce que sa date de naissance est après le 15 septembre. Il est né le 15 septembre 91. Alors, il devra attendre 2 autres saisons complètes dans les rangs juniors. Ça va être épouvantable au cours des 2 prochaines années, ce qu'il va réussir, considérant qu'il a déjà marqué 72 buts l'an passé à 16 ans. La rondelle qui revient en zone neutre, c'est repris par Glovatsky. Glovatsky qui fait demi-tour, tente de défaire de son rival qui n'a pas mordu là-dessus. C'était le défenseur Thomas Eke du Canada. Et on en a parlé, Stéphane, lors de notre premier match. La défensive du Canada n'est pas piquée des verres. On voit que les joueurs prennent bien la relève. C'est une nouvelle brigade défensive parce qu'il y a 5 réguliers qui ne sont pas... qui ne sont pas du match présentement, 5 gars importants, dont Stahl. Alors, c'est sûr et certain que c'est une brigade à rebâtir, brigade défensive. Tu veux dire les réguliers qui étaient là l'an passé, ils ne seront pas de retour cette année parce qu'ils sont rendus à 20 ans. Ouais. Il n'y a que Carl Alsner, le numéro 27, qui a fait partie de l'équipe l'an dernier. Alors, Alsner, qui sera un élément important, évidemment, de cette brigade défensive, devrait probablement assurer de son poste. Oui. Doughty, qui avait participé au camp, qui avait bien fait aussi à une longueur d'avance. Et les autres sont là justement pour faire leur preuve. Et Doughty en est un qu'on verra, on verra certainement repêcher en première ronde en 2008 parce qu'il était éligible en 2008. Seulement que 18 ans. Il joue avec Guelph dans la Ligue de l'Ontario. Keaton Ellerby derrière. Ellerby qui transporte le disque en zone adverse. Lob dans le coin. Et comme il ne s'est pas rendu à la ligne rouge, comme le mentionnait, on a un signal hors-jeu. On s'arrête pour une pause. C'est toujours 0-0. Retour à UFA pour le 2e match de cette série. Le 3e et 4e match seront présentés vendredi et samedi, mais en direct de Omsk cette fois, qui est une autre ville située à environ à 1200 km de Moscou. En Sibérie. Et par la suite, tout ce beau monde va s'en venir au Canada à compter de mardi prochain. Et là, il y aura des matchs à Winnipeg, à Saskatoon, à Red Deer et à Vancouver. Cette série là, qui va prendre fin là, le dimanche 9 septembre. S'ils ne gagnent pas, peut-être les Russes vont rester là pour le restant de l'année en Sibérie. C'est ça qu'ils leur donnaient comme punition dans le temps. Dans le temps. Ils ne gagnaient pas, vous allez passer le restant de votre vie en Sibérie. Il y en a 2 joueurs originaires de... Vishnevski est un joueur originaire de la Sibérie, tout comme Cherepanov, proviennent de la ville de Barnoul, contrée assez éloignée de la Russie. Là, il y a punition sur cette séquence. Je crois que c'est Chudinov qui a été chassé ou Doronin. Celui qu'on voit présentement, numéro 2, c'était Pavel Doronin. On va voir ici l'entrée en territoire. C'est Gillies, c'est Doronin exactement qui a pêché contre l'attaquant du Canada, numéro 25, Corey Emerton. Alors Pavel Doronin qui est chassé pour 2 minutes. Le Canada qui n'a pas eu de nombreuses supériorités numériques, n'ont pas profité pour en marquer de but non plus à supériorité numérique. 0-4 lors du premier match. Comme je disais plus tôt, on s'est plutôt défendu en 2e période lors du premier match et c'est là que ça s'est joué, le match numéro 1. Alors on s'installe en zone adverse, là c'est derrière le filet repris par Lucic. Lucic à Claude Giroux. Giroux derrière à Gagné. Gagné qui perd le disque à sa ligne bleue. Et attention, ce sera la sortie de territoire là, du côté de Bodorov. Bodorov à Kulika. Quel jeu de Doughty là-dessus. Ouais. Regarde bien le petit jeu de Doughty. Si on peut revoir, très belle pièce de jeu de la part du jeune défenseur Drew Doughty. Ça, les entraîneurs le regardent. On va le voir au ralenti. Doughty s'est fait prendre. On est à 2 contre 1. Regardez bien juste là. Doughty a soulevé le bâton du joueur russe pour éviter que celui-ci
prennent un tir vers le filet. Alors, très belle exécution de la part du jeune défenseur canadien. Il a empêché Kulikov qui s'amenait. Konstantin Kulikov était seul avec le gardien de but, Jonathan Bernier. Attaque massive qui se poursuit pour encore 1 minute 15 secondes. C'est Riquet qui a remis à sa droite. La rondelle qui revient derrière le filet de Bobrovski. C'est repris dans le coin par Turris. Turris qui s'avance, tente un tir qui a frappé la jambière. Ça revient derrière à Payet. Payet qui retourne un peu plus loin. C'est repris par David Perron dans le coin. Perron là, qui obtient son tour régulier depuis le début du match. Perron à Turris. Turris qui cherche à qui faire la passe. Remet à Perron. Perron à Turris. Le tir devant et le but! Oh, wow. Marqué par Kyle Turris, le Canada qui prend les devants 1-0. Les deux ont initié cette attaque dans les derniers échanges auparavant. Ils se sont échangés. Tu parlais de circulation en zone offensive. Eh bien, c'est un exemple parfait. On s'est moqué de la brigade défensive en exerçant cette circulation constante. Et là, les joueurs russes ont été trompés. Évidemment, on est en désavantage numérique du côté des Russes. Mais David Perron vient faire un excellent geste devant le gardien de but. L'a fait coucher. Et Bobrovski s'est commis. Le haut du filet était libre. Et l'habile attaquant s'est moqué du gardien de but russe. À nouveau d'un autre angle. Fait coucher le gardien de but, il soulève la rondelle par-dessus l'épaule gauche. Il a été patient avec la rondelle. Perron aussi avant de remettre à Kyle Turris, le premier choix des Coyotes de Phoenix au dernier repêchage. Et le Canada prend les devants 1-0. Il était un de ceux qui était un petit peu sceptique alors que Turris avait été repêché 3e au total. Mais après le voir évoluer présentement, je pense qu'il a sa place avec les meilleurs. Et c'était tout à fait à l'avantage des Coyotes qui l'ont repêché en première ronde lors du dernier rencontre. C'est évidemment difficile de le comparer parce qu'il ne jouait pas avec les autres dans la Ligue de l'Ouest. Il jouait dans un circuit junior tier 2. Alors, c'est pas évident là, de savoir exactement, mais je pense que, comme tu le mentionnes, les recruteurs ont fait du bon travail. On l'avait classé au numéro 1, oui, la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Alors, c'est quand même un bel exploit là, pour un joueur qui ne jouait pas dans la Ligue junior de l'Ouest. On l'avait vu avec les jeunes moins de 18 ans auparavant au championnat du monde des moins de 18 ans. Il avait quand même bien fait, sauf que là, il faut vraiment qu'il débloque parce que quand tu es un choix de première ronde, dans les 5 premiers, les regards sont sur toi énormément. Et surtout avec une formation comme Phoenix qui est en changement de cap, si tu veux. Là, les Coyotes doivent relever la barque si Wayne Gretzky veut avoir un peu de plaisir à être entraîneur de hockey. Il va falloir qu'il se mette à gagner des matchs de hockey. Bondorov qui tente de reprendre le 10. Cherepanov était derrière, mais il avait brisé son bâton, a dû retourner à son banc pour aller en cueillir un nouveau. Alors, le Canada qui, contrairement au dernier match, la prend les devants. On sait que lors du premier match, il y a 2 jours, la Russie avait pris les devants 2-0. On a aperçu brièvement Benoît Groulx derrière le banc du Canada, un des adjoints de Brad Sutter. Pendant qu'on voit la dernière séquence, on va s'arrêter pour une pause pour regarder la Super Série 2007 à l'antenne de RDS. On reprend zone neutre. On est en les derniers instants de cette première période. Le Canada qui vient de prendre les devants 1-0 peut confirmer donc le premier but du match. Le deuxième de cette série de Kyle Turris. Lui qui avait marqué sur un tir de punition lors du premier match. Des mentions d'aide à David Perron et à John Tavares. Lui marqué à 14 minutes 42 secondes. On envoie le disque en territoire canadien. La poursuite de la rondelle, c'est Drew Doughty du Storm de Guelph. Doughty et Alzner, c'est vraiment la paire de confiance du côté de Brad Sutter depuis le début. Les autres défenseurs, on a fait des rotations un peu. Oh! Le retour ici à Sutter qui a raté la cible. Sutter avait une bonne chance de donner un deuxième but d'avance au Canada là-dessus. Sutter qui a remis devant. Il y avait Legion qui était là, de même que le gros Milan Lucic. Tir de Wisniewski de loin, facilement bloqué par Jonathan Bernier qui renvoie à sa droite. C'est repris par Drew Doughty. Doughty qui expédie dans le coin. Et la rondelle qui tombe chez les spectateurs. L'arrêt de jeu qui est signalé. Et à chaque occasion que
la troupe de Brent Sutter a de prendre possession de la rondelle. Ils exercent une bonne pression, mais aussi lorsqu'ils prennent possession de la rondelle, très difficile pour les joueurs russes de s'en emparer parce qu'on exerce une bonne protection de rondelle. Alors, dernière occasion, encore une fois, 2 tirs coup sur coup alors que l'excellent Brandon Sutter a eu une chance de prendre un retour. Tir qui provenait du bâton de Stephen Legion, son ailier droit. 2 minutes 45 à faire dans cette première période. 1-0 le Canada. Ça s'est repris derrière par Vyacheslav Voinov. Voinov qui remet à sa gauche. La passe était vive un peu et ça devient un dégagement refusé à la formation de la Russie. Ça ne fonctionne pas l'entrée de territoire pour la Russie. Une chose est certaine, Stéphane, si on a de la difficulté à marquer des buts au Canada, si on avait de la difficulté à marquer des buts, on va donner beaucoup de fil à retordre aux adversaires parce que Marchand, Sutter et Legion, ça devrait être une ligne qui va être certainement gardée intacte pour le mois de décembre avec l'équipe canadienne. On a aperçu brièvement Sergei Nemchinov. Là, c'est la chute qui a été faite par Giroux. Dans le coin, la poursuite du disque. Et derrière, c'est laissé par Kourbatov. Kourbatov qui a vu Marchand s'emparer du disque. Brad Marchand, les Foreurs de Val-d'Or. Il y avait beaucoup de rumeurs de transactions à son sujet là, il y a 2 jours. On se demandait si on le refilerait tout de suite aux Mooseheads d'Halifax, qui sont extrêmement intéressés à faire l'acquisition de Brad Marchand, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse. Je sais que les Mooseheads, cette année, devraient avoir une bonne formation. Et alors, Marchand, là, qui continue. Je ne sais pas si Marchand, son russe, se porte bien ou si au moins son rival Mamine peut comprendre l'anglais un petit peu. Mais ça doit être sûrement en anglais qu'on converse. Mais encore une fois, Brad Marchand s'est dirigé vers le gardien de but russe. On va voir ici en zone neutre. Accrochage. Ouf, là, c'est une bonne mise en échec de la part du numéro 26, Dadonov, sur le défenseur canadien. Mais encore une fois, là, plus on va progresser dans ces matchs, eh bien, plus on va voir un peu plus d'animosité entre chacun des joueurs. Turris et Perron, là, qui font du bon travail dans le coin de la patinoire, sont complétés par John Tavares, qui complète ce trio. Perron à la poursuite du disque. Perron qui, il y a punition d'être signalée du côté de la Russie. Donc, on aura l'avantage numérique pour le Canada dès que Alexander Riabev touche au disque. C'est Igor Zubov, je crois, qui vient d'être chassé par l'arbitre québécois Marc Muller. Ouais, il a retenu le bâton. Donc, Zubov qui est chassé à 18-26. Ce Zubov, ben, c'est le seul joueur qui a participé, avec Vishnevski, qui a participé aux 2 matchs présentés l'an dernier en Abitibi, à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or dans le cadre du défi ADT. Zubov était là, tout comme Vishnevski. Il y avait Kirill Touloupov des Saguenay-Chicoutimi aussi qui était là, mais Touloupov a été retranché de cette formation russe là, qui participe à la Super Série. Oui, et le défi ADT qui commence tout le temps bien au Québec, mais ça se gâte quand on s'en va en Ontario et dans l'Ouest. Les joueurs sont blessés. En tout cas, cette année, il y aura une chose de certaine, c'est que lorsqu'on va annoncer l'alignement de l'équipe russe qui va venir pour ces 2 matchs en novembre, ça va être facile de comparer avec cette équipe-là qu'on a là présentement. Parce que malheureusement, il faut le dire, au cours des 3 dernières années, la Russie n'a pas été de bonne foi là, dans cette série là, de 6 matchs présentés en sol canadien à la fin du mois de novembre. Vous voyez leur équipe B, c'est pour ça. Et on a confirmé cette semaine que ça va commencer au Québec le 19 novembre, le match qui sera présenté au centre Robert Guertin de Gatineau. Et 2 jours plus tard, le 21, bien, ce sera au centre Georges Vézina au Saguenay que les 2 matchs seront présentés. Donc, par la suite, l'équipe russe va s'en aller en Ontario pour 2 matchs et va terminer ça dans l'Ouest par la suite. J'ai hâte de voir si au mois de novembre, les jumeaux Bashkirov vont faire partie de cette équipe russe, parce que là, on sait ce qui s'est passé avec les remparts. Ils ont tourné le dos aux remparts au cours des dernières semaines. Et les remparts là, qui ont été obligés à la dernière minute de réclamer 2 joueurs dans la séance spéciale des joueurs européens. Eux qui pensaient pour être bien nantis dans ce dossier pour les 2 prochaines années. Les Bashkirov qui auraient dû avoir 18 ans cette année auraient pu jouer à 19 ans également l'an prochain. Alors, dans le cas de Québec, on s'est quand même sorti d'impasse. On a repêché un attaquant du nom de Mikhail Stefanovic et un défenseur également. Alors, on va voir si c'est Dominique Boak qui s'appelle. On va voir si ces 2 joueurs-là seront en mesure d'avoir un certain impact avec les remparts cette année. Il faut le dire, les Bashkirov... ils ont quand même réalisé 65-70 points l'an dernier à 17 ans. Alors, aurait été potentiellement des joueurs de 90-100 points cette année. Gagné qui va son tir, qui est passé à la droite du filet.
Et il va rester 25 secondes à la punition lorsque la deuxième période va s'amorcer. Alors, le premier 20 minutes qui se termine, 1-0 le Canada, Normand. Oui, une bonne période encore une fois de la part de l'équipe de Brent Sutter. Bien travaillé en défensive. Et même en supériorité numérique, les Russes sont incapables de marquer encore une fois. On s'arrête pour une pause. Regardez la Super Série 2007 à RDS. Le midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte ton énergie. 94.3. L'après-midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte ton énergie. 94.3. Alors, après une période de jeu, le Canada a pris les devants sur la Russie 1-0 grâce à un but marqué par Kyle Turris. On y reviendra dans quelques instants. Le temps de vous rappeler, bien sûr, que cette super série va se poursuivre encore pour 2 autres matchs du côté du sol russe, en sol russe, alors que les matchs seront disputés à Omsk. Et par la suite, on reviendra en sol canadien pour les 4 matchs suivants. On a d'ailleurs les dates et les rendez-vous qu'on vous propose à l'antenne du Réseau des Sports. Donc, vendredi à Omsk à compter de midi et samedi également. 2 matchs en 24 heures à noter. Et on reprendra l'action en sol canadien à compter de mardi le 4 septembre, des matchs qu'on vous présentera en provenance, je vous le rappelle, de Winnipeg, Saskatoon, Red Deer et Vancouver. Alors voilà donc le programme de cette super série 2007. On s'arrête le temps d'une pause et pour retour, le sommaire de cette première période et la deuxième période de cette rencontre. La Sonata Limited de Hyundai développe 19 chevaux de plus que la BMW 525i. Elle offre aussi une meilleure accélération, plus d'espace intérieur, autant de coussins gonflables, un système audio haut de gamme, ainsi que des sièges en cuir. Mais la Sonata coûte 28 000 $ de moins que la BMW. C'est bon à savoir. Hyundai dépasse vos attentes. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre, regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques, j'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Oh, dis-le-moi. Le sommaire de la première période vous est présenté par NikeTraining.ca. Les médailles font oublier la douleur. Soyez de la formation partante cet été. Alors, un but marqué en première période, on revoit cette séquence. Bel échange entre David Perron et Kyle Turris. Turris qui marque donc ce but, son deuxième de la compétition. Il avait marqué sur un tir de pénalité lors du match numéro 1. Il y a également John Tavares qui récolte une passe sur le but marqué en avantage numérique pendant une punition en Pavel Doronin. Et c'est un but qui donne les devants au Canada, 1-0. Les tirs au but, 11 pour le Canada, 4 seulement du côté de la troupe de Sergei Namchinov. On est prêt pour la deuxième période. Retrouvons Stéphane Normand. Merci beaucoup, Michel. De retour à Ufa pour le début de cette deuxième période. 1-0 le Canada, 11-4 au chapitre des tirs au but. La différence aussi, c'est qu'on n'a pas passé la période sur le banc des punitions comme c'était le cas dans le premier match. Oui, une belle petite stratégie dès la mise en jeu officielle. Perron qui joue à la pointe. Alsner prend sa place à l'aile gauche. Et lorsque Turris gagne la mise en jeu, bien Perron se lance immédiatement vers la zone offensive. C'est la raison pour laquelle on est déjà en zone russe présentement. Grishin qui y va d'un dégagement là, du côté de la Russie qui va glisser jusqu'à l'autre bout, qui ne sera pas refusé. Intervention de Jonathan Bernier derrière son filet. Bernier qui n'a fait face qu'à 4 tirs au but en première période. Perron transporte le disque en zone adverse. Il est tellement habile, Perron. Perron, son tir entre les jambières du défenseur et Bobrovski a dû être vigilant là-dessus. Et là, on vient de se faire prendre du côté canadien, je crois, avec un joueur de trop sur la patinoire. Ouais, Marc Muller qui
fait signe. Œil de faucon, mon Stéphane. Oui. Regardez l'entrée de David Perron. Il avait trompé le gardien de but. La rondelle a frappé le gardien de but parce que sa position de base était adéquate. Et Bobrovsky, là-dessus, a donné un retour devant et c'est son défenseur qui s'en est emparé. Mais il n'y avait pas grand choix, Bobrovsky, parce que comme j'ai mentionné, le tir était bas. Bon tir des poignets de la part de Perron. Alors, troisième avantage numérique, c'est Ty Wishart, le défenseur, qui va aller servir le 2 minutes de punition là, du côté canadien. Wishart qui joue avec les Cougars de Prince George. Choix de première ronde des Blues de Saint-Louis, lui aussi, tout comme David Perron. Wishart, c'était en 2006. Oui, 16e au total. Wishart, originaire de la Colombie-Britannique. Et c'est un grand bonhomme de 6 pieds 5 pouces, Stéphane. Il était le capitaine Wishart de la formation canadienne au moins de 18 ans en 2006. Je sais que le Canada avait participé à ce tournoi-là, pas en avril dernier, mais l'année précédente. Alors, avantage numérique donc pour la Russie qui s'amorce une troisième tentative dans le match. On le rappelle, 1 en 13 dans le premier match et 0 en 2 jusqu'ici. Donc 1 en 15 depuis le début de cette super série pour la Russie en avantage numérique. Ce qui me déçoit énormément de l'équipe de Sergei Nemchinov, c'est le manque de jeu collectif. Il n'y a pas beaucoup de jeux collectifs, de tactiques collectives qui fonctionnent parce qu'on sait que les Russes ont toujours été reconnus pour évoluer en unité de 5. Et là, quand on regarde les élans offensifs, c'est souvent des élans offensifs individuels et collectivement, on n'arrive pas à faire grand-chose avec la rondelle, contrairement à ce qu'on était habitué des Russes, surtout lors de cette fameuse super série en 72. Oui, à cette époque-là, il faut dire aussi qu'on était un peu émerveillés. On découvrait le système russe et c'est la première fois qu'on véritablement on mettait les deux forces mondiales en présence. Et à cette époque-là, tu te souviens, les Russes ne tiraient pas beaucoup au but. Lorsqu'ils tiraient au but, c'est parce qu'ils avaient vraiment une belle occasion de marquer. Et le fait de l'entrée des vedettes aussi dans la Ligue nationale fait en sorte que c'est beaucoup plus axé sur l'individu que sur la collectivité. Et je pense qu'auparavant, si un joueur avait gardé la rondelle pour lui, ça serait fait dire assez rapidement par M. Tikhonov. Et là, Glovatsky qui a été frappé devant le filet. Bernier qui a résisté à sa dernière séquence. Pendant qu'on va voir ce qui s'est passé, numéro 28, Glovatsky, qui est employé à la ligne bleue sur cette séquence, l'attaquant. Oui, et tu vois, là, on a demandé aux joueurs russes d'aller plus souvent devant le filet. Là, on y va et rapidement, les joueurs de défense canadiens vont faire en sorte que les Russes ne pourront pas rester devant le but et gêner le travail du gardien de but Bernier ou encore de s'emparer des rondelles libres. On reprend à la gauche de Jonathan Bernier des Maniacs de Lewiston. Bernier qui devrait former un duo cette année dans le Maine avec Peter Dalmus qui a excellé. Lui, Dalmus, imagine Lewiston bien entier devant le filet. Hein? Ils ont un gardien avec les moins de 20 ans et un gardien avec les moins de 18 ans cet été, Peter Dalmus. On pourrait peut-être annoncer une transaction, peut-être si jamais on veut améliorer la situation de l'équipe en attaque. C'est une très bonne monnaie d'échange avec deux excellents gardiens de but. Mais je pense qu'on ne voudra pas échanger Dalmus qui est l'avenir. Et en ce qui concerne Bernier, ben, c'est risqué de l'échanger à 19 ans dans une année où on peut encore aspirer aux grands honneurs. Et je sais que Mark Just nous disait l'an passé, parce qu'on avait évoqué cette possibilité, Mark Just, le propriétaire des Maniacs, il dit pas question qu'on échange Bernier. Il va jouer tout son junior avec les Maniacs de Lewiston. Et alors, il faudra voir, évidemment. Là, c'est là que tu vois qu'un directeur gérant mène pas large. Quand le propriétaire dit une affaire de même, le directeur gérant, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je me souviens qu'au niveau du Cap-Breton, c'était un peu la même chose avec Marc-André Fleury. On voulait vraiment que ce bonhomme-là soit identifié à la concession junior pour laquelle il a joué tout son junior. Pendant qu'on voit Cherepanov sur la dernière séquence qui s'amène en zone adverse. Bon tir des poignets, mais facilement bloqué par... Cherepanov, c'est la menace offensive du côté des Russes. Et c'est lui qui doit, si tu veux, générer de l'attaque avec son trio d'Adonov et Bodrov. Ces deux gars, c'est un joueur, Cherepanov, qui a beaucoup de rapidité. C'est un grand bonhomme qui est fort physiquement. Alors, il va falloir qu'il se mette en branle un peu plus si les Russes veulent être capables de gagner un match dans cette série. On reprend donc Solodouin qui a voulu rejoindre derrière son coéquipier à la ligne bleue. C'était... le jeune Chudinov, mais n'a pas été en mesure de le faire et on doit se réorganiser du côté de la Russie où c'est repris par Solodouin. Solodouin qui perd. On revient à nouveau derrière. La punition qui a pris fin. Donc, autre infériorité numérique bien écoulée par la formation canadienne de Brent Sutter. La rondelle qui est envoyée en zone adverse et ça devient encore un dégagement refusé pour la Russie. 1-0 le Canada. Vous regardez la Super Série 2007 à RDS.
Dans le repère d'un mania du crime, a lieu un tournoi de championnat. Ping-pong. Ou comme le disent les Chinois, Ping-pong mortel. Mais un seul homme a le talent qu'il faut pour déjouer ses plans. qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ce que vous faites de mieux. Feng est un maniaque du ping-pong. Vous allez vous infiltrer. Maintenant, le destin du monde est entre ses mains. Balle en feu. Présentement, à l'affiche. On va reprendre à la droite du gardien Bobrovski, qui a quand même bien fait depuis le début du match. Sort la rondelle du territoire. Alors, en zone adverse, maintenant, c'est poursuite par Brad Marchand, qui a été devancé. Sorti maintenant du côté des Russes, bloqué par la défensive. C'était Bodorov qui tentait de s'amener avec la rondelle. Chudinov vient chercher dans le coin. Chudinov frappé par Legion. La rondelle qui revient de l'autre côté. Là, c'est belle esquive de Konstantin Kulikov qui a remis derrière. Finalement, on reprend. Kulikov, 4 minutes découlées dans cette deuxième période. Et ça manque d'entrain là du côté de la Russie. On ne parvient pas à pénétrer en zone adverse. Et attention, c'est Giroux qui s'amène en zone adverse. Giroux qui était seul de son camp tente un tir bloqué par le gardien. Il n'y avait pas beaucoup d'angle pour Giroux là-dessus. Comme tu l'as mentionné, les Russes n'ont pas tellement d'émotion et il va falloir qu'ils deviennent un petit peu plus émotifs dans cette série parce que jusqu'à maintenant, le contrôle est exercé par le Canada, mis à part les 10 premières minutes de la première partie. Eh bien, les Russes n'ont pas fait grand-chose qui vaille pour changer les choses ou tourner la vapeur en leur faveur. Et jusqu'à maintenant, et même au chapitre des mises en jeu, le Canada exerce un contrôle. Tu vois, on est en zone offensive et tout de suite, on prend possession de la rondelle du côté canadien. Tavares qui a fait une chute dans le coin et ça permet à Anisimov d'y aller d'une sortie de territoire. Mais Schenn l'a bien suivi là-dessus, le défenseur canadien des Rockets de Kelowna. Schenn a bien joué l'homme, il n'a pas... qui n'a pas fait endormir par la rondelle, a suivi le corps du joueur adverse et n'a jamais laissé pénétrer celui-ci. Anisimov à nouveau qui s'amène en zone adverse et cette fois c'est Ellerby qui était là, mais Bernier a fait l'arrêt là-dessus à nouveau. Des gros bonhommes sur ce trio quand même pour la Russie là, avec Anisimov et Vassiliunov. Voilà l'entrée en territoire d'Anisimov, tire des poignets. Anisimov fait 6 pieds 3 pouces, 200 livres à 19 ans. Vassiliunov est un petit peu plus petit, lui, à 5 et 11, 190. Mais encore une fois, c'est surtout au niveau de la rapidité, de l'intensité et des batailles à 1 contre 1 que le Canada domine. Je croyais que les Russes auraient pu être beaucoup plus rapides et que leur jeu collectif aurait pu monter d'un cran avec la venue de Sergei Nemchinov. Marchand la passe, ça s'était bien passé là, pour coéquipier Claude Giroux qui arrivait en retrait là-dessus. Dans le coin, c'est gagné. Ça revient à Giroux dans le coin. Giroux qui tente de se défaire de son rival, toujours en possession du 10. Giroux qui a participé au camp d'équipe Canada Junior l'an dernier avant d'être retranché par l'entraîneur Craig Hartsburg. Marchand qui s'amène. Marchand, bon tir et bel arrêt là, de Bobrovski là-dessus qui a étendu la jambière droite. Encore une fois, on a montré, Brad Marchand vous a montré la raison pour laquelle il peut être utilisé à toutes les sauces, autant offensivement que défensivement. Il va être capable de suivre un adversaire et bien le contrer, qu'il est capable de provoquer des choses offensivement. Marchand qui laisse à Gagné. Gagné qui a voulu rejoindre Giroux. La rondelle revient à la ligne bleue. C'est repris par Marchand derrière. Marchand, Giroux le tire et cette fois, c'est le défenseur là, qui s'est étendu tout son long pour bloquer le tir. À nouveau Gagné qui tente de s'emparer du disque. Et là, ce trio bourdonne depuis au moins une quarantaine de secondes en territoire adverse. Marchand la passe à Giroux. A peut-être eu avantage à tirer là-dessus. Il était sur son revers, par contre. Marchand à nouveau son tir et ça a été bloqué par Bobrovski. Et là, la foule qui compte plus là, le travail de ses favoris. Ils sont fatigués. Les Russes sont simplement vidés. On n'est pas capable de sortir. Et là, il y a eu hors-jeu, la rondelle qui a quitté tout juste le territoire de la Russie. On va reprendre en zone neutre. Je le mentionne tout le temps. À la deuxième période, ton banc est très loin, surtout sur une surface internationale. La glace est plus grande. Alors, les joueurs russes que vous voyez présentement ont passé plus d'1 minute 20 sur la glace. Ils étaient épuisés. C'est la raison pour laquelle le Canada, eux qui ont pu envoyer des forces fraîches, ont eu raison des Russes dans leur territoire et on passait bien près de marquer là-dessus. Alors, très bonne façon de travailler de la part de l'équipe de Brent Sutter, encore une fois. Sergei Nemchinov, l'entraîneur russe qu'on a aperçu brièvement, 43 ans. Il a joué 761 matchs dans la Ligue nationale avec les Rangers, les Canucks, les Islanders et les Devils. Il a remporté 2 Coupes Stanley. 6 ans avec les Rangers et 2 avec les Islanders. 4 avec les
les Devils. Il a joué brièvement aussi avec les Canucks de Vancouver, peut-être 7 ou 8 matchs. Ouais. On s'amène en zone adverse là, du côté canadien. Là, c'est Boychuk du revers qui a tenté un tir et ça a été facilement bloqué par le gardien russe qui conserve la rondelle. Tantôt, je te parlais de Tikhonov. C'était Anatoly Tarasov qui était l'entraîneur-chef de la formation dans la série du siècle en 72. On identifie tellement Tikhonov à toutes les équipes russes qu'on a vues évidemment par la suite à la Coupe Canada et à la Coupe du Défi, Rendez-vous 87 et tout ça. Mais il y avait des livres. Il y avait des livres, Stéphane, pour les entraîneurs et je me rappelle d'avoir regardé les secrets d'Anatoly Tarasov. Ça n'avait pas tellement patiné. Il avait ses mitaines dans les mains au lieu des gants de hockey, mais montrait des exercices à faire et ce qu'il disait en gros, c'était ne compliquez rien. Le jeu est simple pour que les athlètes soient simplement plus performants. Punition là, qui vient d'être signalée là, devant le filet. Le Canada qui va bénéficier d'un avantage numérique. C'est Chudinov qui sera chassé, numéro 27. Bien vu l'arbitre avec le bras levé. Et lorsqu'on touche au disque du côté de la Russie, on va pouvoir déléguer une attaque passive du côté du Canada qui a produit un but aujourd'hui. Maxime Chudinov qui est chassé pour 2 minutes pour avoir fait trébucher. À 7h31. On verra ça au retour de la pause. 1-0 le Canada va regarder le match numéro 2 de la Super Série 2007. Du 2 au 18 mai 2008, le championnat mondial de hockey senior qui vous sera présenté en direct de Québec et de Halifax. Les matchs qui seront aussi évidemment présentés sur nos ondes. Alors des rencontres à Québec au Colisée Pepsi et au Metro Center d'Halifax. La ronde des médailles, c'est à Québec. Hein? La médaille d'or va se gagner à Québec le 18 mai 2008. Il y aura beaucoup de hockey en mai 2008 parce qu'à ce moment-là, il y aura évidemment les séries de la Ligue nationale. La Coupe Memorial à Kitchener, ça commence le 16 mai. Alors les événements vont se chevaucher à ce moment-là. Alors il va y avoir du hockey là, du matin au soir à RDS à cette période de l'année. Ça va être surtout des matchs en après-midi, ce qu'on a entendu, pour pas venir en conflit avec les matchs de la Ligue nationale. Alors les gens vont être comblés. Les amateurs de hockey vont être comblés. J'ai hâte de voir la réponse des joueurs canadiens qui seront éliminés des séries de la Ligue nationale. Maintenant que le tournoi, pour la première fois de l'histoire, va être présenté au Canada, comment on va répondre, justement, vouloir se joindre à la formation canadienne, parce qu'on sait que cette équipe-là est constituée des joueurs, des équipes qui éliminées. Des équipes éliminées en première ronde et des joueurs qui ne font pas les séries non plus. Alors, et là, attention, Bobrovski qui a dû être vigilant là-dessus. Là, on est venu frapper à sa porte. Mais encore une fois, tu as vu, il y a 3 joueurs canadiens qui sont allés charger le filet après qu'on lui envoyé la rondelle vers le gardien de but Bobrovski. C'est ça la différence entre le Canada et les Russes. C'est sûr que ça peut coûter des pénalités à l'occasion, mais les chances de marquer sont près du filet après à plus de 50%. Encore une fois, on descend la rondelle près du but. Fait tout simplement envoyer la rondelle vers le filet. C'est Hickey, le défenseur, qui est là. Et devant lui, c'était Perron. Et les défenseurs russes se sont chargés de tasser les joueurs canadiens. Mais ça provoque des chances de marquer. On sait, la rondelle peut frapper un patin, une palette de bâton et de trouver sa place derrière la ligne des buts. D'ailleurs, en parlant du championnat mondial senior, les championnats mondiaux juniors, bon, cette année, c'est en République tchèque. Et la Giroux s'est amenée devant, belle fin. Après le championnat de cette année en République tchèque, 3 des 4 prochains auront lieu au Canada. Bon tir ici, là, on visait la partie supérieure, c'est Lucic qui a raté de feu. En 2009, on sait déjà que c'est à Ottawa. En 2010 et en 2012, ce sera aussi présenté au Canada, alors qu'en 2011, ce sera aux États-Unis. À nouveau, quel jeu de la part de Giroux là-dessus? C'est moqué du défenseur Grishin là-dessus, qui à 1 contre 1 a tenté de jouer la rondelle. Et Giroux a passé bien près d'enfiler l'aiguille. On sait qu'en 2010, le tournoi devait être présenté en Suisse et la Suisse s'est désistée. Alors la Fédération internationale s'est retournée à faire le tournoi. Et évidemment, qui a levé le bras en premier? Bien, le Canada, hein, parce que l'événement populaire au Canada. Tellement populaire au Canada. Alors 3 des 4 prochains, après celui de cette année, là, auront lieu en sol canadien. Et l'autre, ce sera aux États-Unis en 2011. Alors on ne retournera pas en Europe avant 2013 là, pour le championnat du monde de hockey junior, après celui de cette année. Et les Suisses continuent quand même, Stéphane, de s'améliorer dans l'échiquier, dans
au niveau du classement là, dans les championnats du monde moins de 20 ans. Ils n'ont pas présenté ce tournoi depuis 1997. Toutefois, moi, je trouve ça un peu décevant de leur part, mais... Non, c'est décevant qu'ils ne le présentent pas, mais l'équipe le performe quand même. La passe devant pour Lucic, et Lucic avait une cage abandonnée et passée dans le vide. L'attaque qui se poursuit, là, c'est Osner. La passe devant de Gagné de l'autre côté. Et qui a raté cette chance à l'embouchure du filet? C'est Claude Giroux. C'est Claude Giroux, oui. À la suite de cette belle passe de Sam Gagné sur réception, ça a été allé vite là-dessus. Oui. La rondelle est arrivée peut-être à sa décharge, est arrivée un petit peu dans ses patins. On va regarder ici. Premièrement, ça c'est le jeu de Sam Gagné. Remet la rondelle à Lucic qui rate sa chance. La rondelle va revenir par la suite de l'autre côté. Et encore une fois, on va attaquer le filet. Et là, c'est juste ici à Gagné. La rondelle était juste un petit peu trop à sa droite, mais belle passe de la part de Sam Gagné. 2 fois de suite, là, deux chances ratées par le Canada à l'avantage numérique. Encore 20 secondes à faire à l'avantage numérique, donc la punition de Chudinov. La rondelle qui est reprise par David Perron. Perron qui envoie dans le coin pour Turris. Turris qui tente de se défaire de son rival. Turris toujours en possession du disque. Turris qui fait une feinte, revient sur ses pas. Derrière le filet maintenant. Dans le bureau de Wayne Gretzky, son prochain entraîneur. Oui. Turris derrière. Et là, la punition qui termine à l'instant. Chudinov revient dans la mêlée. Alors, l'avantage numérique qui n'a pas fonctionné pour le Canada, malgré 2 bonnes chances là, à Gagné et à Lucic. Vous avez vu la difficulté pour les joueurs. C'est Bernier là, qui a regardé derrière lui là-dessus, là, tout juste effleuré cette rondelle. Oui, Stéphane, il y a beaucoup de brouillard sur la glace. C'est extrêmement chaud, évidemment, au mois d'août. Et l'amphithéâtre qui vient d'ouvrir n'est pas encore complètement fonctionnel. Et là, c'est Tavares qui est revenu devant, a tenté de se faire un chemin, mais finalement fait une chute. La sortie de territoire, c'est celle d'Alexei Grichine, coupée. L'attaque qui se poursuit pour le Canada avec David Perron dans le coin. Perron cherche à qui faire la passe. Voilà, c'est remis à Turris. Turris qui rejoignait Tavares devant, mais les 3 joueurs du Canada, là, bonne décision au banc, là, de fatiguer le banc du fait qu'on était en zone offensive là, pour... C'est exactement là où il faut que tu décides de changer. Ça mène à 3 contre 2 pour la Russie. Là, c'est un modèle qui est bondissante. Ça venait du bâton de Dadonov qui visait Mamine. Derrière, là, c'est Colton Gillies. Gillies qui a laissé pour Luke Schenn. On a vu, lorsqu'on voit la prise de vue à la hauteur de la glace, on voit qu'il y a beaucoup de brouillard sur la patinoire. Et là, la mise en échec à l'entrée du territoire, là, c'est Gillies qui était attendu par le jeune Voinov. C'est un bon défenseur, ça, le numéro 30. Seulement 17 ans, faut-il le rappeler. Pendant des bouchées doubles, lui-là, est utilisé avec beaucoup de confiance de la part de l'entraîneur Sergei Nemchinov. Et quel bon travail. Boychuk en est un qui m'a aussi impressionné sur la dernière séquence. Boychuk a très bien travaillé. Lui qui joue avec Lethbridge, le numéro 11, Zach Boychuk, va être aussi éligible en 2008, alors qu'on voit l'entraîneur Sergei Nemchinov. 1-0 le Canada va regarder la Super Série 2007. C'est vraiment la notion d'équipe qui me vient en tête quand je pense à la Fondation de l'excellence. Ça a été des premiers membres de l'équipe qui ont cru en moi. Puis ça, pour un athlète, c'est fantastique parce que comme dans n'importe quoi, si tu n'as pas une équipe qui te supporte, tu peux pas y arriver. Tu as besoin de cette aide financière-là. C'est pas qu'un chèque. Il m'appelle aussi une fois de temps en temps. « Hey, Cathy, t'aimerais-tu essayer telle affaire, une conférence à telle place, rencontrer tel gens? » Fait que quand il y a des gens qui disent « Je crois en toi puis je veux faire partie de ton équipe », mais c'est là que tu dis « Ah, merci. » Le jeu qui reprend. On va voir en fait la dernière séquence. Lucic ici, le capitaine, qui a très bien travaillé. Encore une fois, l'intensité, gagner les batailles le long des rampes, c'est exactement ce qui s'est produit tantôt. Et c'est ce qui se reproduit encore une fois. Le tir là, qui a été dévié devant, Lucic qui était bien posté devant le filet. Lucic, c'est le 3e trio avec Legion et Brandon Sutter, un trio qui aime brasser. Voici le travail de Legion qui envoie la rondelle vers le défenseur. Et lorsqu'on travaille, comme tu disais tantôt, en circulation profondément dans la zone offensive de l'adversaire, bien ce que ça produit, c'est que les attaquants, les ailiers vont descendre plus bas pour aider leurs défenseurs. Ça ouvre les joueurs de pointe. Et c'est ce que Lucic a noté, a remis la rondelle à son défenseur pour qu'il envoie la rondelle vers le but. Dana Tyrell a une de ses rares présences, lui qui n'était pas en uniforme dans le premier match. Dana Tyrell là, qui évolue avec Boychuk et Emerton là, sur ce trio. Qui évolue dans la Ligue de l'Ouest avec Prince George. 3e saison cette année. Il a été repêché par le Lightning en 2007. Cette année, le dernier encamp. Seulement 18 ans, à 2e ronde, 47e au total.
pour l'équipe de John Tortorella. Là, on vient de stopper le jeu. Est-ce qu'il y a trop de brouillard? Oui, exactement. Ouais. On va demander aux joueurs de faire une petite séance de patinage. Et ça, moi, ça me fait toujours penser à... Non, je ne sais pas si c'est quelqu'un de blessé ou... Oui, il y a un joueur de blessé, Stéphane. Oui, il y a un joueur de blessé. La rondelle, qui a été touché au visage. Je pensais qu'on allait faire une séance de patinage moi aux aussi, joueurs parce pour couper le brouillard. Parce que... on commence à voir de plus en plus difficilement... Ça me fait toujours penser à la Coupe Memorial de 96, quand Granby a gagné. On devait faire ça continuellement là, pour éviter justement les blessures et éviter que les gardiens perdent la rondelle dans ce brouillard. Là, il y a pas de... Les Russes qui demandent, eux, c'est une pénalité de 4 minutes parce que, évidemment, le joueur russe, on va le voir ici, le bâton du joueur Boychuk est venu frapper le visage de l'attaquant Kablukov. Mais ça semble avoir échappé aux officiels. Oui, parce que c'est automatique d'habitude lorsque... Même si c'est accidentel, peut-être quelques dents de... un petit peu plus... peut-être pas cassé, mais... ont été déplacés un petit peu. Et à nouveau, on ne permet pas, hein, je le disais, en Amérique du Nord, lorsque le joueur est tout près de la ligne rouge et qu'il expédie le disque en zone adverse. Ah, ici, les juges de ligne sont très, très sévères là-dessus. Il faut que tu aies vraiment le pied de l'autre côté de la ligne rouge, sans quoi ça devient un dégagement refusé. C'est ce qui vient de se passer à nouveau là, avec Luke Shen sur la dernière séquence. Mise en jeu défensive, remportée facilement par le Canada. Récupération de rondelles, sortie de territoire. Alors, si ça semble facile pour le Canada, c'est parce qu'ils font les bonnes choses. Perron s'amène en zone adverse. Perron, il va d'un tir bloqué par le gardien. La rondelle revient à Tavares dans le coin. Tavares vers Turris. Turris qui a voulu rejoindre devant. Il y avait Perron qui était là et Tavares également. Finalement, c'est repris du côté russe par Riabev. Riabev qui a renvoyé au centre. De l'autre côté, c'est pour Anisimov. Le tir d'Anisimov, bel arrêt là-dessus de Bernier qui a bien suivi, qui a bien sorti de son filet. Bel arrêt, un retour. Personne ne va prendre le retour du côté russe. Les attaques sont mitigées et sont pas constantes et on s'échange la rondelle mollement du côté des Russes. Il n'y a pas vraiment d'attaque soutenue. Riabev à nouveau qui tente de se faire un chemin. Finalement, c'est coupé à la ligne bleue. C'est repris par Anisimov qui va d'un tir. Derrière le filet, Riabev est là. Vasilionov reprend maintenant. Vasilionov derrière. C'est pour Zubov. Zubov, son tir bloqué. C'est le retour qui est revenu sur le bâton d'Anisimov qui a raté à la droite de Bernier. Chudinov, son tir. On a vu Tavares se jeter de tout son long devant. Ça a fait dévier momentanément la rondelle. Et finalement, le Canada là, qui sort de son territoire. Deuxième période, quand tu es capable d'embouteiller l'adversaire, tu peux profiter d'un changement trio rapide comme ça vient de se produire du côté des Russes et bénéficier d'une attaque et tenter de marquer parce qu'en deuxième période, comme j'ai mentionné, les bancs sont loin. Si tu peux surprendre l'adversaire dans son territoire, provoquer quelques changements et c'est ce que Brent Sutter n'a pas aimé. On s'est fait embouteiller. Bon travail de Bernier, tu as vu diriger la rondelle avec son bloc dans le coin de la patinoire. À l'extérieur du territoire. Brent Sutter qui le 13 juillet dernier est devenu l'entraîneur-chef des Devils du New Jersey et a amorcé sa première saison comme entraîneur-chef dans les rangs professionnels en octobre prochain. Lui en quête d'une 14e victoire consécutive en compétition internationale parce qu'on sait qu'il a gagné 12 matchs consécutifs dont 2 médailles d'or et là il a gagné le premier match encore une fois. Alors 13 victoires dans la poche jusqu'à maintenant, aucune défaite pour Brent Sutter qui a laissé sa place avec les Rebels à son frère Brian. Cherepanov derrière, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Là, Cherepanov qui a tenté une passe devant. Finalement, c'est Legion qui va d'une sortie de territoire pour le Canada. Et la mise en échec de Sutter. Et les patins de Sutter ont quitté la patinoire. Il a frappé le Chudinov qui a payé le prix. Et Chudinov a payé le prix, mais il est toujours sur la glace, ce jeune défenseur russe. Legion s'amène. Legion, son tir bloqué par le gardien Bobrovski. Le retour également qui a été bloqué, ça venait du bâton de Karl Hausner. Oui, là, les Russes sont un petit peu plus frustrés. Il est temps qu'il se passe quelque chose parce que les Russes se font malmener physiquement. Et c'est un petit peu le résultat de la dernière mise en échec de Sutter à l'égard du jeune Chudinov. Enfin, un petit peu d'animosité de la part des Russes qui n'ont jamais levé le ton depuis le début de cette série. Et là, il était temps qu'il se passe quelque chose et on est allé jaser un petit peu avec Brandon Sutter. Parce que si tu t'appelles Sergei Nemchinov, tu veux pas que ton équipe se fasse sortir de la glace de telle façon.
Alors, il est temps que les Russes se mettent un petit peu en œuvre. Et devant le filet, c'est Legion là, qui a parti un peu à l'escarmouche en allant frapper Grishin par derrière. Vous voyez Legion, le 21, va venir frapper le numéro 3. Regardez bien lorsque le jeu va être arrêté, juste ici. Là. Mais c'est ça, Stéphane. Mais ça commence avec la mise en échec de Sutter. Là, tout le monde se promène et cherche le numéro 12. Et en tout cas, peut-être pas autant aussi intensément que si ça avait été les Américains de l'autre côté, mettons. Mais la mise en échec initie ce qui s'est passé. Et là, on va donner une pénalité à Stephen Legion pour avoir porté son bâton. Oui, alors il y aura un avantage numérique pour la Russie. Il y a 2 punitions du côté du Canada, Lucic et Legion. Et Doronin également du côté de la Russie. Donc, ce sera avantage numérique les Russes. Mais enfin, les Russes se réveillent un peu. Et c'est ce qui peut peut-être changer l'allure de la partie en leur faveur. Il va falloir qu'ils continuent d'y aller d'efforts et d'un petit peu plus d'émotion pendant qu'on voit l'entraîneur-chef Sergei Nemchinov, qui lui, avec ses 2 bagues de la Coupe Stanley, peut certainement parler d'intensité et de travail acharné pendant qu'on voit le dernier... le travail de Tyrell, ça c'est Tyrell qui était, Dana Tyrell qui était venu en échec, mettre en échec le défenseur russe. Alors on décortique le tout. Mark Millard qui demande aux belligérants de se présenter au banc. Comme tu l'as mentionné, Stéphane, du côté canadien, Legion et Lucic vont se rapporter au banc des pénalités pour 2 minutes. Et Pavel Doronin du côté des Russes devrait être chassé lui aussi. On va dans Grishin. Oui, c'est numéro 3. C'est bel et bien Grishin qui est chassé pour 2 minutes au lieu de Doronin. Ah ben, c'est Grishin qui a reçu le coup devant le filet, effectivement. Là. Alors, de toute façon, ce sera avantage numérique pour la Russie. Ouais. 4e opportunité dans ce match. Contrairement à les homologues, Nemchinov n'est pas devant ses joueurs, mais bel et bien derrière, comme le système nord-américain. Auparavant, on se rappellera que les joueurs russes, surtout ça, c'était une autre des nouveautés qui étaient amenées aux équipes de la Ligue nationale, c'est que les entraîneurs au niveau de la Russie étaient devant leurs joueurs et non pas derrière, comme c'était le cas en Amérique du Nord. Ça permettait justement à Victor Tionov de parler dans la face de ses joueurs et non... Et non dans le dos. Ouais. Lorsqu'on était jeune, évidemment, c'était quelque chose qu'on trouvait évidemment très drôle et des choses qu'on retenait. Ça a logique quand même. Le joueur voit le jeu, l'entraîneur voit le jeu beaucoup mieux en étant devant. Par contre, si tu es surélevé derrière les joueurs, il n'y a pas de problème non plus à avoir la glace comme il faut. Alors tout ça survient à 14 minutes 21 en 2e, donc avec un peu plus de 5 minutes 30 secondes. Alors attaque massive pour la Russie qui s'amorce à l'instant. C'est le temps ou jamais pour les Russes, Stéphane, d'inscrire le premier but du 2e match et peut-être de donner un 2e souffle à cette super série. Oui, parce que ce n'est quand même que 1-0. Ah ouais. Une remise devant là, qui a été partiellement coupée par Jonathan Bernier. Travail en défensive de Hellerby là, qui a tiré le disque à un rival. Le tir qui a passé à la droite de Bernier et dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est dangereux, Stéphane, parce que ça a touché un défenseur devant le gardien de but Bernier. Ça a été à côté du but, mais Bernier n'avait aucune chance. La rondelle se dirigeait vers le filet. Cherepanov à sa gauche à Mamine. Mamine qui transporte le disque en zone adverse, applique les freins dans les coins, mise en échec par Logan Pyatt. C'est repris par Mayorov. Mayorov, son tir bloqué par Bernier. La rondelle qui tombe dans le coin. Bernier était bien sorti de son demi-cercle. Bien couvert les angles là-dessus de Jonathan. Cherepanov employé à l'angle bleue. Son tir qui est passé à la droite de Bernier. La rondelle s'en va à Voinov dans le coin. Voinov qui a perdu le disque à Payet. Et on doit revenir en zone russe avec encore 40 secondes aux 3 pénalités mineures écopées là, par Legion, Lucic et Grishin. Ryabev, son tir qui est passé par-dessus la cage, ça manquait de précision. On doit revenir au centre, à nouveau autour de Alexei Cherepanov. Cherepanov qui a récolté 8 points en 6 matchs au championnat du monde de hockey junior 2007. Choisi le meilleur attaquant du tournoi, même s'il n'avait que 17 ans. Tir de loin là, qui a touché un joueur canadien. Sutter est de retour dans la mêlée. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il avait semblé ébranler un peu à la suite de cette mise en échec qu'il avait appliquée là, au jeune Chudinov.
Marchand s'amène dans un veste. Belle fin de Marchand. Et ce qu'il s'est moqué du défenseur Chudinov. Justement, j'en parlais. Peut-être encore sur le coup de la mise en échec que lui a servi Sutter un peu plus tôt. Jouer la rondelle, Chudinov. Ouais. Monumental là, pour un défenseur à 1 contre 1. Les punitions qui se terminent à l'instant. Donc, on revient avec des formations complètes. Regardez bien la ici, dernière séquence de Brad Marchand là-dessus. Là. Regardez, c'est moqué du défenseur qui a suivi le disque au lieu de s'occuper du corps de Brad Marchand. Résultat, excellente chance de marquer du côté canadien. 1-0 la marque pour le Canada. On va regarder la Super Série 2007 à l'antenne de RDS. De Bernier. Là, la rondelle qui a touché le filet de protection derrière le filet, je crois. Alors, on va reprendre à nouveau la mise en jeu à la gauche du gardien canadien. On donne 3 secondes. Je pense qu'il manquait du temps au tableau. Un des officiels qui s'est rendu compte de ça. Arrête le jeu et regarde le cadran. Indiqué comme 3 secondes. OK, c'est ça. Il manquait 3 secondes. Donc, on a demandé au chronométreur d'attendre, de compter jusqu'à 3 avant de relancer le cadran. C'est ce qu'il vient d'expliquer aux entraîneurs des deux côtés. C'est parfait, évidemment. Alors, on travaille avec 2 arbitres, évidemment, sauf que la reprise vidéo n'est pas en vigueur dans cette super série. Alors, si jamais l'occasion se présente, ben, on aura toujours le luxe d'avoir les reprises de télévision, mais les arbitres n'auront pas accès à cette reprise vidéo. Oh, et attention, là, Bobrovski qui a failli échapper le disque et ça aurait pu être dangereux. Là. Et quand tu travailles devant le filet, évidemment, le gardien de but doit avoir un certain système de communication avec ses défenseurs. Et une des choses que tu dois faire, c'est est-ce que tu conserves la rondelle ou est-ce que tu la places dans le coin? Rapidement, il faut que tu donnes le signe ou le cue, comme on dit, à ton défenseur pour pas qu'il y ait de problème, comme ça a été le cas dans la dernière séquence. 3 minutes 7 secondes à faire en cette deuxième période. Le Canada qui mène toujours 1-0, but marqué par Carl Turris en première période. Mayorov s'amène à Solodouin, le tir bloqué par Bernier là-dessus. Bonne chance pour la Russie à 2 contre 1. J'ai bien aimé le jeu de Luke Schenn encore une fois et je suis convaincu que Sutter remarque le travail de ses jeunes défenseurs. Schenn a bien bloqué le tir avec son bâton. Rondelle qui est reprise par Colton Gillies. Gillies qui a fait une chute là tout près du banc du Canada et va rentrer au banc. Gillies qui a semblé ébranlé là-dessus. Et là, les Russes, Stéphane, ont eu quelques occasions au moins. Ils ont un petit peu plus d'énergie depuis les 5 dernières minutes, mais ils doivent trouver une façon de marquer. Produire des chances de marquer, c'est une chose, mais de profiter des occasions, c'en est une autre. Mayorov, son tir qui a été bloqué en défensif par Doughty. C'est Kablukov qui avait transporté le disque pour la Russie. Doughty qui reprend, envoie dans l'autre coin. C'est repris par Halsner. Halsner qui a remis devant et le Canada quitte son territoire. Le mot d'ordre du côté de Nemchinov, c'était certainement de jouer un petit peu plus robuste, un peu plus physique du côté des Russes. Ça s'est produit. On peut dire qu'en deuxième, surtout, là, les Russes ont été un petit peu plus physiques. Cherepanov qui a poussé pour lui-même plus loin, a été devancé par Halsner là-dessus. C'est repris par Kulikov au centre. On renvoie la rondelle en territoire adverse. Cherepanov se lance à la poursuite du disque. A devancé, a réussi à pousser plus loin, mais Halsner intervient de l'autre côté. Halsner qui a voulu pousser vers Marchand, mais Voinov était là, veillé au grain pour la Russie. Finalement, on revient en zone neutre. C'est repris par Evgeny Bodrov. Bodrov qui n'était pas en uniforme dans le premier match. Bodrov à Cherepanov derrière. Le tir de Cherepanov et Bernier qui conserve le disque là-dessus et n'avait pas le choix parce qu'il y avait un joueur russe qui était tout prêt là, pour s'emparer du retour. Oui, très bon travail encore une fois. Jonathan Bernier n'a pas été fort occupé, mais lorsque la rondelle se dirige vers le filet, eh bien, Bernier était solide encore une fois. C'est un bon travail de la part de l'équipe russe qui est un petit peu juste un duo seulement. Quand on parle de jeu collectif, lorsque tu attaques le filet, il y a des principes d'attaque. Et bien là-dessus, eh bien, ils ont été respectés. Occasion de marquer, mais Jonathan Bernier était prêt.
On reprend la droite justement du gardien des Maniacs de Lewiston qui a remporté le trophée Guy Lafleur au cours des dernières séries éliminatoires à titre de joueur par excellence en série. Riabeff en contre-attaque qui vient d'intercepter cette passe à Vassiounoff derrière. Vassiounoff qui est allé d'un tir qui est passé à la gauche de la cage de Jonathan Bernier. 1 minute à faire en deuxième période. 1-0 le Canada qui s'accroche à cette avance. Sutter qui a tenté une remise devant. Sutter toujours en possession du disque. On voit vraiment là, le brouillard à la hauteur de la glace. C'est beaucoup plus flagrant là, que regardez cette prise de vue ici. J'espère que les joueurs arrivent quand même à bien suivre le disque. Legion, Sutter. Legion ont tiré le but! Marqué par Stephen Legion qui a choisi le côté court et qui a battu le gardien Bobrovski 2-0. Encore une fois, Stéphane, comme ça s'est passé, bonne circulation de rondelle en zone offensive. On garde la possession de la rondelle et quelle révélation que ce Legion. Sa première saison avec les Ice Dogs, Stéphane, il a marqué 3 buts en 49 matchs. Sa deuxième saison, 7 buts. Mais l'an dernier, il a terminé avec 75 points, dont 43 buts en 64 matchs. Et on voit ici le travail de Legion près du filet. Sutter lui remet la rondelle, Legion est prêt. Comme j'ai mentionné, il est utilisé dans un rôle plutôt défensif. Et sur cette séquence, il vient tromper le gardien de but dans la partie supérieure. La couverture défensive des Russes a été un petit peu laisse à désirer sur la dernière séquence. Résultat pourquoi Legion a marqué. Ben, lui aussi, c'est son deuxième du tournoi. Il avait marqué du tournoi de la série, devrais-je dire. Il avait marqué le premier but du Canada il y a 2 jours. Alors ça va faire mal aux Russes, là, tout juste avant d'entrer au vestiaire avec... Son premier but, il avait marqué sur une passe de Sutter également, une entrée de zone à 3 contre 2. Un tir bas qui avait trompé la vigilance de Varlamov, le gardien de but. Il est marqué avec 45 secondes à écouler, donc dans la période. Le tir qui est passé à la gauche de Bernier, les Russes qui attaquent et c'est là-dessus que prend fin la deuxième période. Mais ils ont mis un peu plus d'émotion, les Russes, et il faut qu'ils transportent ça dans la troisième période et pour donner un petit peu un envol à leur tournoi parce que présentement, les Russes sont dominés sur toutes les facettes. 2-0 après 40 minutes. Vous regardez le match numéro 2 de la Super Série 2007 à RDS. Hey. Le billet à gratter, Loto 649, spécial 25e anniversaire, avec 10 gros lots de 1 million à gagner instantanément. Oui, instantanément. Ça pourrait tomber sur vous. C'est ça que t'appelles un capitaine! C'est un mi-temps et tu jettes déjà la serviette! Un idiot! Voilà ce que c'est! Les coachs sont trop vite, les gars sont épuisés, ils sont plus capables de suivre. Je vais devoir faire appel à Red Bull. Red Bull, j'ai jamais entendu parler de lui. De toute façon, coach, il est trop tard pour ajouter un joueur à la formation. Ah, non, non! Mais coach! Pas un joueur, je parle de Red Bull, la boisson énergisante! Mais pourquoi, coach? Red Bull donne des ailes! En fait, Red Bull est une boisson qui aide à rétablir temporairement la vigilance intellectuelle ou l'état de veille dans les cas de fatigue. Après 40 minutes de jeu, le Canada qui mène 2-0 face à la Russie. But en fin de période qui permet au Canada donc de doubler l'avance jusqu'à maintenant. On sait que le Canada a remporté le premier match 4-2. Match un peu plus serré, ce deuxième match jusqu'à maintenant. Alors, il faudra surveiller la suite de cette rencontre. Mais pour l'instant, un but qui fait mal en fin de période du côté des Russes. Et pour une troisième période, on aura beaucoup à faire pour revenir dans le match. Je vous rappelle nos prochains rendez-vous en ce qui concerne cette super série Canada-Russie. Vendredi prochain, vendredi dans 48 heures, là, match numéro 3 qu'on vous propose. Un match qui sera présenté à Omsk, en Russie. Match numéro 4 également qui suivra le lendemain, toujours à Omsk, avant de revenir en sol canadien. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, le sommaire de cette deuxième période et la troisième qui suivra. Imaginez que la route ne fait pas partie de la ville.
mais de la planète. Le moteur iVTEC super économique à faible émission. Dans chaque Civic, unique à Honda. Alors, on va revoir le but marqué en toute fin de période sur un beau jeu de Sutter, Brandon Sutter, qui a appliqué quelques bonnes mises en échec dans le match jusqu'à maintenant. C'est lui qui remet à Stephen Legend, qui touche la cible pour son deuxième de la compétition. Superbe passe derrière le filet. Et Legend qui va viser la partie supérieure pour battre le gardien russe, Bobrovsky. Et c'est un but marqué en fin de deuxième période, alors qu'il tire au but dans cette période. 17 pour le Canada, c'est maintenant 28 au total. Et du côté de la Russie, 10 pour un total de 14. On est prêt pour la troisième période. On retrouve Stéphane Normand. Alors, merci Michel. Il va falloir voir l'impact qu'aura eu ce but en fin de deuxième là, dans le camp russe. Oui, surtout que ça est arrivé après une légère remontée ou une tentative, si tu veux, de montée d'émotion des Russes. J'ai surtout hâte de voir comment les Russes vont terminer cette troisième période parce que, évidemment, on dispute 4 matchs en Russie et 4 autres au Canada. Il ne faudrait pas s'en aller au Canada avec 4 défaites ou avec une fiche perdante parce que ça ne sera pas facile au Canada qui va être gonflable. Oui, mais en 72, le Canada s'était présenté en Russie, tirait de l'arrière, 2 défaites, 1 match nul, une seule victoire, avait perdu le premier match en Russie, donc était vraiment acculé contre le mur, là, devait gagner les 3 derniers matchs en sol russe, et c'est ce qui était arrivé. Mais comme tu dis, ça fait longtemps. Et, ça fait longtemps, puis pas la même intensité, je pense. C'est pas la même émotion. Il n'y a pas le même défi au bout de cette compétition. Paul Anderson qui avait marqué le but gagnant dans les 3 derniers matchs de la série, le 6e, le 7e et évidemment le 8e, tout le monde s'en rappelle. Là, mais Tavares s'amène là et ne savait plus trop s'il devait passer ou tirer. A finalement choisi de refiler le disque à sa gauche. L'ouverture était béante, Stéphane, devant lui. On l'a laissé filer au filet. Drew Doughty qui renvoie le disque de l'autre côté, la rondelle qui glisse jusqu'en territoire russe. À la poursuite du disque, c'est Pavel Doronin. Doronin qui est surveillé de près par David Perron. Doronin qui a laissé à Voinov. Mauvais jeu et Tavares, il va d'un tir, il avait été oublié dans l'enclave. Faut-il le rappeler, 72 buts l'an passé avec les Generals. À nouveau Tavares qui frappe à la porte et on entend là, les partisans siffler. Là, et lorsqu'on veut huer en Europe, ben, c'est ce qu'on fait, on siffle après les joueurs. Et Doronin et Voinov en ont eu plein les bras. Ouais. Voinov a montré là, des signes d'un jeune joueur inexpérimenté derrière le but contre Tavares. Tavares là, qui s'amène dans zone adverse, qui est en fin de présence sur la patinoire, lui, alors que ses coéquipiers ont déjà effectué changement au bas. S'amène en zone adverse, là, c'est la remise de Solodouin qui est passé à la gauche de Bernier, contre-attaque de Sam Gagné. Gagné qui s'amène. Gagné qui est toujours en possession du disque, qui est patient. Gagné la remise de l'autre côté. Ça passe à manquer de précision là, entre l'ailier et le défenseur. C'est repris par Thomas Eke. Eke qui appuie l'attaque, se retrouve dans le coin. Bon jeu de Giroux. T'as vu? Ouais. Giroux a vu qu'Eke est allé à l'intérieur et ça, les entraîneurs le remarquent et surtout, Sutter doit le mentionner. Là. Son défenseur s'amène en attaque. L'attaquant doit prendre sa place derrière. On mène 2-0, mais il ne faut pas donner de chance à l'adversaire d'avoir de surnombre vers la zone défensive. Alors, bon travail de la part de Claude Giroux sur la dernière séquence qui a très bien vu Thomas Eke, son défenseur, se porter en attaque. Ils font la différence. Oui, on va voir le travail de John Tavares là, qui a raté 2 belles chances de marquer la passe de Perron pour Tavares. Et bel arrêt de Doronin, pas Doronin, mais de Bobrovsky là-dessus. Bobrovsky, le gardien de but de 19 ans qui était vif là-dessus, même s'il était dans le fond de son filet un petit peu, très bien allé. Legend qui perd le disque dans le coin, c'est repris par Chudinov. Chudinov qui laisse à Cherepanov. Remise au centre, coupée par Drew Doughty. Doughty qui renvoie le disque dans le coin. Cherepanov reprend. Et là, mise en échec appliquée par... échec avant 2 ans, c'était Legend là-dessus encore une fois. Legend qui reprend le disque et c'est son travail justement dans le coin de la patinoire qui a empêché les Russes de quitter leur territoire. Legend, c'est pas un gabarit énorme. Il fait 5 pieds 9 pouces, Legend. 170 livres, c'est pas le plus gros, mais c'est un travailleur acharné. C'est un gars qui est responsable défensivement. Et on a vu offensivement déjà 2 buts en 2 matchs. Capable de s'impliquer offensivement également. Lucic qui a laissé derrière et finalement, derrière le gardien Bobrovsky, c'est repris par Vyacheslav Voinov. Mamin là, qui a raté cette passe. Mamin reprend le disque, envoie dans le coin. Bernier intervient partiellement derrière son filet. De l'autre côté, c'est repris par Dadonov. Dadonov qui voulu retourner plus loin.
Gourbatov qui a repris pour la Russie. Parler des détails, Stéphane, je regarde depuis le début, on a procédé déjà à 4 changements. Il y a 3 minutes 30 de passé. Les changements sont rapides. Brandon Sutter joue exactement le livre de la 3e période avec une avance. On s'arrête pour une pause. 2-0 le Canada dans ce deuxième match de la Super Série Junior Canada-Russie 2007 que vous regardez à RDS. Elle se lève de bonne heure. Elle se retrousse les manches. Elle déplace des montagnes. Elle s'affiche avec fierté. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle chuchote des je t'aime. Elle peut même parler d'argent. Elle inspire les plus belles chansons. Elle réinvente des traditions. Elle passe de la parole aux actes. Elle est sur toutes les lèvres. Elle évolue avec son temps. La langue française, elle est bien québécoise. On reprend donc en zone neutre. Brandon Sutter qui a gagné cette mise en jeu. Legion s'amène en zone adverse. Legion pousse plus loin. Lucic est là le premier dans le coin. Lucic qui se sert évidemment de son gros gabarit pour protéger le disque. Lucic derrière à Sutter. Sutter qui a un peu été ennuyé un petit peu par l'arbitre. On a fait un petit changement du côté russe. Stéphane Cherepanov évolue en compagnie de Anisimov. Probablement que Nemchinov, l'entraîneur-chef, va apporter un petit peu plus de punch à son attaque. Tu vois le numéro 12 qui est là. C'est lui qui a été le plus menaçant dans les 2 premières périodes. Il l'a jumelé à Cherepanov pour être capable d'amener probablement plus de chances de marquer du côté russe parce qu'on doit évidemment marquer le prochain but. Alexandrov laisse le disque derrière à son coéquipier. Le Canada qui met de la pression profondément en territoire adverse et qui retarde les sorties de territoire du côté russe. Et qui a tenté d'envoyer le disque de l'autre côté, c'est dévié et c'est Grishin qui s'amène dans un adverse. Grishin, le défenseur, le tire et Bernier là, qui a immobilisé le disque. C'était pas commode, il n'y avait pas beaucoup d'angle là-dessus. Le défi que Brent Sutter donne à ses hommes après 2 périodes, c'est qu'il leur dit, écoutez, on mène par 2 buts, vous allez me montrer que vous êtes capable de garder une avance. Montrez-moi qu'on est capable de jouer lorsqu'on a les devants. Et exécution parfaite en défensive. C'est ce qui est demandé. Il faut bien contrer la défensive et bien contrer l'offensive adverse, c'est-à-dire et profiter des chances que les Russes vont vous donner pour essayer de continuer de prendre les devants dans le match. Mais priorité défensivement, bien couvrir le centre de glace. Brent Sutter et ses adjoints là, vont jeter les bases. Lorsque Craig Hartsburg va arriver là, pour prendre l'équipe au mois de décembre, il y a déjà des trios de formés qui fonctionnent bien et on aura peut-être tout simplement qu'à continuer le travail qui a été amorcé là, par Sutter, Pete DeBoer et Benoît Groux. Parce qu'on sait que dans le temps des fêtes, ce sera le même personnel d'entraîneur que l'an dernier au championnat du monde en Suède. Alors on va retrouver Craig Hartsburg, Clément Jaudoin également qui sera là. Alors ce sera déjà un petit peu plus facile là, pour ces bonhommes qui vont déjà avoir un bel aperçu de ce que peut être l'équipe. Évidemment, il n'est pas certain à 100% que ce sera tous les mêmes joueurs qui sont là. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des joueurs qui vont être dans la Ligue nationale et qui ne seront pas prêtés. Il y a un élément qui n'est pas là pour le Canada en ce moment, on l'oublie, là. Et sait-on jamais, Jonathan Toews pourrait revenir pour une 3e année avec la formation canadienne. Tout dépendra de son statut. J'ai l'impression qu'il va jouer dans la Ligue nationale avec les Blackhawks. Pas l'impression, je suis convaincu. Ouais, mais alors, je pense pas qu'on va le prêter là, à l'équipe canadienne. Mais t'imagines, il pourrait être là, lui, là. Non, oui, lui pourrait être. C'est tout un capitaine en plus. Lui, on l'a vu lors de la dernière prestation du Canada, la dernière médaille d'or. Toews a joué un rôle important. Il a joué au championnat senior, lui, au cours du mois de mai dernier. Alors, il faudra voir. Je pense pas que Toews sera là dans le temps des fêtes. Il pourrait devenir le 2e Canadien à gagner 3 médailles d'or au championnat du monde de hockey junior si jamais il devait participer et si jamais le Canada devait l'emporter. Il y a un seul Canadien qui a fait ça. Tiens, je vais vous laisser chercher un petit peu. C'est pas un joueur des plus connus. 3 médailles d'or avec l'équipe canadienne au milieu des années 90 lorsque le Canada en a gagné 5 de suite. Vous vous rappelez que c'est au niveau junior, des moins de 20 ans. Junior, exactement. On cherche pas la Ligue nationale. Faut que le joueur ait fait l'équipe à 17 ans, il l'ait fait à 18 ans et à 19 ans pour remporter, pour pouvoir avoir gagné 3 médailles d'or. Il y a des joueurs qui l'ont gagné 2 fois de suite, mais pas 3. Alexandre Daigle aurait pu le faire, mais il a joué un an dans la Ligue nationale. Alors, il a gagné à 17 ans et à 19 ans, mais il n'était pas là à son année de 18 ans. Alors, un seul Canadien au niveau junior qui a remporté cette 3 médailles d'or. On va me laisser chercher un petit peu, puis je vais vous dire tantôt. Pendant qu'on continue de suivre ce match, 2-0, là, le Canada qui mène. 6 minutes découlées en cette 3e période. C'est repris par Logan Pyatt.
gens qui m'écrit un nom ouais, ces deux joueurs-là que tu viens de m'écrire, Jay Bouwmeester et Jason Spezza, ont joué 3 ans avec l'équipe, mais ils n'ont pas gagné 3 médailles d'or. Non. Ils ont gagné des médailles de bronze, des médailles d'argent. Le Canada n'avait pas gagné la médaille d'or au début des années 2000 lorsque ces joueurs-là étaient là. Il y a un seul Canadien au niveau junior qui a gagné 3 médailles d'or de suite. C'est au milieu des années 90 lorsque le Canada en a gagné 5 de suite. Alors, on va vous laisser chercher encore un petit peu. Puis, je peux vous donner comme indice qu'il avait été repêché par les Stars de Dallas. Blue Cap s'amène en zone adverse, laisse derrière. C'est repris là, par Majorov. Majorov qui a tenté un tir. Intervention en défensive, celle de Vishnevski qui renvoie la rondelle dans le coin. Oh. On tente de pousser plus loin là, le harponnage et la rondelle qui glisse jusqu'à l'autre bout. Ça va devenir... Non, je croyais que ça allait être un dégagement refusé, mais Vishnevski s'est emparé du disque. Déjà, on est rendu, Stéphane, presque à la mi-chemin en 3e période. Et tu sens déjà que la formation russe baisse les bras tranquillement. On s'arrête pour une pause. 2-0 le Canada. Hockey, le magazine est enfin de retour avec son super guide des poolers, le plus vendu au Canada. Il est encore mieux équipé que jamais avec l'addition de Danny Dubé pour analyser les équipes et les joueurs de la Ligue nationale. Hockey, le magazine fait aussi ses projections de rendement des 500 meilleurs joueurs, avec plus de renseignements et de photos percutantes. Transactions, statistiques, prédictions d'experts, vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il vous faut pour gagner votre pool. Procurez-vous le guide des poolers le plus complet. Hockey, le magazine, en kiosque dès maintenant. Alors, on va reprendre le jeu là, et pendant la pause commerciale, on est allé chercher évidemment le joueur dont on vous parlait tantôt. Alors, le seul Canadien qui a gagné 3 médailles d'or au niveau junior, Jason Botterill. Ça se passait en 94 en République tchèque, en 95 au Canada et en 96 à Boston. Le Canada a gagné 3 médailles d'or. Botterill qui évoluait avec l'Université du Michigan. Pendant ce temps-là, de pénalité à Brad Marchand, Stéphane, 2 minutes. Non, 10 minutes d'inconduite parce que Marchand est allé... Est-ce qu'il y a 2 minutes au cadran? Non, le Canada est à force égale, donc c'est 10 minutes de mauvaise conduite du côté de Brad Marchand, donc il n'y a pas d'avantage numérique là-dessus. On fait le temps. On fait la punition, le 9 minutes 49, mais je ne sais pas trop pourquoi on fait ça. Là. Le Canada ne jouera pas 10 minutes en désavantage numérique. On est avec des formations complètes sur la patinoire. Alors, Marchand qui a été chassé là, pour inconduite. C'est pour ça que les deux arbitres indiquaient 5 contre 5. Ouais. Alors, pour revenir à Jason Botterill, il n'a joué que 88 matchs dans la Ligue nationale, le temps d'inscrire 5 buts. Il a joué avec Dallas, qu'il avait repêché en première ronde en 97, plutôt en 94. Sa sœur joue avec l'équipe canadienne. Oui, ça, j'allais dire, une famille qui est impliquée, impliquée dans le hockey canadien depuis plusieurs années. Il a joué avec les Thrashers d'Atlanta, les Flames de Calgary, les Sabres de Buffalo. Et s'est retiré du hockey, je crois, Jason Botterill. Pas de statistiques pour lui, en tout cas, au cours des 2 dernières années. Alors, je pense qu'il a pris sa retraite. Le seul Canadien à avoir gagné 3 médailles d'or au championnat mondial de hockey junior. Alors, cette année, là, le seul qui aurait une chance de revivre ça, c'est Jonathan Toews, parce qu'il était là il y a 2 ans, à 17 ans. Il était là à 18 ans l'an passé, sauf que j'ai bien l'impression qu'il ne sera pas là. Évidemment, on ne compte pas les médailles d'or gagnées avec les moins de 18 ans et les moins de 17 ans. Non, seulement avec le championnat mondial junior, les moins de 20 ans, le gros tournoi dans le temps des fêtes. Parce que les moins de 18 ans, c'est des juniors aussi pour la plupart, ouais. Mais on appelle le moins de 20 ans le vrai championnat du monde junior. Gillies qui renvoie dans le coin, là, c'est Giroux qui se lance à la poursuite du disque et Gillies qui a pris la place là, de Brad Marchand sur ce trio avec Gagné et Giroux parce que Marchand a été chassé. Giroux toujours en possession du disque, laisse qu'à Gagné derrière. Gagné qui tente de se défaire de Mamine. Gagné toujours en possession, tente un tir qui a été partiellement bloqué et finalement le gardien intervient. Et là, commence à se bousculer devant le filet. Là. Ça a été initié encore une fois par Colton Gillies qui est allé frapper le gardien de but. Et les échauffourées ont débuté par la suite. Mais les Russes sont tellement amorphes dans leur territoire défensif. Ils n'ont pas jamais été capables de contrer la fameuse circulation que les joueurs canadiens exercent dans leur territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne frappent pas, ils ne contiennent pas leur homme. Regardez le travail de Giroux. Le défenseur adverse
doit aller le frapper. Aussitôt que Gagné prend la rondelle, le numéro 15, au lieu de regarder ses Mammon, au lieu de regarder et rester derrière lui, il doit le frapper, l'amener le long de la rampe pour arrêter justement cette circulation-là. On ne le fait pas, alors Gagné continue de protéger le disque et s'amène au filet. Alors, Giroux et Glovatsky ont été chassés sur la dernière séquence. On va attendre avant de se prononcer. Ouais. Je pense que c'est des mineurs doubles. Anton Glovatsky. C'est Gillis qui a tout unifié le long de la rampe et il n'y a rien eu. Sauf que c'est l'escarmouche devant le filet, je pense, qui a été chassé. Là, Giroux qui a frappé après le sifflet avec l'autre numéro 28, Glovatsky. Alors, 10 minutes 57 à écouler dans cette troisième période. Claude Giroux, c'en est une autre belle histoire avec bon les repêché Olympiques de par Gatineau. aucune équipe pendant 20 rondes. Aucune équipe, voilà Glovatsky. Aucune équipe de la Ligue de l'Ontario ne l'a repêché il y a 2 ans pendant les 20 rondes. Alors, il était joueur autonome, s'est présenté au camp des Olympiques l'an passé, en fait il y a 2 ans. Ouais. Et il a réussi jusqu'à maintenant 2 saisons de 103 et 112 points. Il est devenu un choix de première ronde dans la Ligue nationale par les Flyers de Philadelphie. C'est ce qui lui a valu d'être repêché par les Flyers. Et l'an dernier, peut-être que Claude aurait aimé avoir encore un petit peu plus d'efficacité offensivement pour aider son équipe, les Olympiques de Gatineau. Mais encore des grosses... Ils ont été éliminés en première ronde l'an passé, les Olympiques. Ça n'arrive pas souvent en séries éliminatoires. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui les ont éliminés en première ronde. Alors, Glovatsky a 2 minutes supplémentaires. Donc, c'est avantage numérique Canada, finalement. Alors, Perron, Turris qui a tenté de se faire un chemin là, pour se rendre au filet. Et Perron brise son bâton, est obligé de le laisser par terre sur la glace, aller en chercher un autre alors qu'on est en supériorité numérique. Mais quel travail, encore une fois, Tavares ici, Turris. Rappelez-vous de ces 2 jeunes joueurs, ils vont être dans la Ligue nationale sous peu, ils vont être des bons joueurs dans leur équipe. Tavares, on va attendre un petit peu là, parce qu'on ne sait pas qui l'a repêché, mais pour ce qui est de Turris, avec l'équipe de Wayne Gretzky, les Coyotes de Phoenix. Perron, belle fête, là, il s'est amené devant, s'est créé de l'espace et il joue un bon match, David Perron. S'il avait été laissé de côté par Brent Sutter il y a 2 jours à quelques occasions, il a compris le message. A fait ce qu'on demande de lui, là, un attaquant de premier trio. Et, à nouveau, on va voir le travail ici de Perron à 1 contre 1. Force l'adversaire à l'accrocher, continue de conserver la rondelle, se présente devant le filet, bel effort individuel. J'ai moqué des 2 défenseurs, Doronin et Grishin là-dessus, pour tenter de marquer. À nouveau, regarde le travail là, contre Grishin, c'est pas un petit bonhomme, fait 6 pieds 3 pouces, Grishin, et Perron a été solide, a tout simplement raté là, son tir des poignets vers le filet. Il est chanceux parce que Tavares est tombé sur sa tête lorsqu'il a été frappé par le défenseur russe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infractions signalées à la suite de cette dernière séquence? Est-ce qu'on amène Perron vers le banc? On semble diriger David Perron vers le banc. Tavares est au banc, en tout cas, le voilà. C'est presque à mi-chemin là, de cette troisième période. Alors, je pense qu'on s'en va avec John Tavares qui est chassé pour 2 minutes. C'est Grishin est chassé aussi. Numéro 27, non, c'est 27, c'est Chudinov qui est au banc. Lui sert la punition supplémentaire de Glovatsky. Alors, on discute présentement là, de ciel Sean Reed de la Ligue de l'Ontario qui discute avec Sergei Nemchinov. Voilà Grishin qui s'en va au banc des punitions lui aussi. Alors Tavares pour coup de bâton, Grishin pour double échec. Alors l'avantage numérique va se poursuivre là, pour le Canada. Sam Gagné qui reprend le disque et Sam Gagné qui pousse plus loin. Là, c'est Boychuk qui est là pour le Canada également. Boychuk qui a perdu le disque et c'est
La sortie des Russes qui est menée par Alexandrov, perd le disque. On revient en territoire Lucic. Lucic qui a été frappé là, par son rival, ne l'a jamais vu arriver là, à sa droite. Et, Drew Doughty vient chercher le disque derrière son filet. Doughty qui transporte le disque, remet à sa droite. Derrière le filet, c'est Doronin qui a été frappé. Sam Gagné dans le coin, qui est là avec Lucic. Avantage numérique qui se poursuit pour le Canada. Et là, c'est Kulikov finalement qui sort son territoire. Et là, autre infraction, je crois, de signaler derrière le jeu, alors que Kulikov se sauvait avec le disque. Ouais, et tu parlais tantôt de Milan Lucic, qui, lui, n'a pas joué à 16 ans au niveau junior majeur, a commencé sa carrière avec l'Express de Cottingham dans la BC, la Ligue de la Colombie-Britannique, un peu comme l'a fait Turris. Et par la suite, eh bien, en 2005-2006 avec les Giants, en 62 parties, seulement 9 buts. Mais dès l'an passé, 2006-2007, son année de repêchage, en 70 parties, 30 buts lui aussi. Il est le capitaine de la formation canadienne. Alors, tout un trajet, en tout cas une route vers la Ligue nationale. On l'a nommé capitaine parce qu'il n'avait jamais fait partie des programmes canadiens auparavant. Alors, habituellement, les joueurs font les moins de 17 ans, les moins de 18 ans. Et... Ils suivent le programme, mais lui, Lucic s'est développé un petit peu plus tard. Une bonne sélection, encore une fois. C'est les Bruins de Boston qui l'ont repêché. Les Bruins vont avoir besoin d'un nouveau souffle et je pense que lui et Brad Marchand vont pouvoir, dans les années futures, leur amener peut-être ce nouveau souffle que les Bruins ont tant besoin. Alors, on va être à 5 contre 3 pour quelques secondes du côté du Canada. En fait, une douzaine de secondes. Double avantage numérique pour le Canada. Alors, c'est... la première fois que le Canada a double avantage numérique dans le tournoi jusqu'à maintenant. Hickey qui laisse sa paillette à Hickey. Hickey là, qui a perdu le disque et ça permet à... Lui, il est sortir du banc des punitions. Là, Chudinov qui servait le 2 minutes supplémentaires de Globatsky et a failli s'échapper là-dessus. Passe plus loin, là, qui a été destiné à l'endroit de... Carl Turris. Carl Turris, ouais, qui était tout près du filet. Je veux dire une chose, Perron, Turris et Tavares ont fait un très bon trio. C'est lui, Turris, dans le coin, là, qui pousse pour lui-même. Intervention derrière de Voinov. Voinov, là, qui vient de frapper solidement Turris le long de la rampe. Et ça permet aux Russes de sortir de leur territoire autour de Solodouin. Solodouin, son tir bloqué par Jonathan Bernier. Ça a donné cette mise en échec aussi l'occasion aux partisans russes de se faire valoir parce qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis le début du match. C'est Perron là, qui vient d'être frappé solidement derrière le filet. Et qui s'amène là-haut le tir et Doughty qui est venu frapper à la porte. Et Gagné qui attendait une passe de Doughty qui n'est jamais venu. Alzner, son tir à nouveau bloqué et là devant le filet, c'est à nouveau l'escarmouche et Perron là, qui est tombé sur le gardien de but russe, Bobrovski. L'inévitable est en train de se produire. C'est sûr qu'il y a de l'animosité. Et plus les Canadiens vont charger le filet, plus les Russes vont tenter de protéger leur gardien de but. À nouveau, on va voir Perron ici. Premier tir du défenseur Doughty. La rondelle est revenue à Doughty. Il a refilé à son coéquipier Alzner qui était à la pointe. Et Doughty va avoir une deuxième occasion alors que Perron est là devant avec Carl Turris. Il tente de s'emparer du retour, mais le défenseur a bien fait. C'est le jeune Voinov, Stéphane, le numéro 30, qui encore une fois fait le boulot devant le filet. Ouais. C'est lui qui avait appliqué la bonne mise en échec à Turris aussi. Et là, Perron vient d'être chassé pour rudesse. Il est tombé sur le gardien de but. Alors, ça va annuler là, ce qui restait de l'avantage numérique au Canada. Oui, parce ça reste encore la 44 secondes. Punition de Courbata. Alors là, c'est avantage numérique donc pour la Russie. Dans quelques instants, en fait, dans une quarantaine de secondes. Pour ceux qui s'intéressent, il reste 5 minutes 15 à la punition de 10 minutes de Brad Marchand. Évidemment, les images nous proviennent de la Russie, produites par la télévision russe. Alors, on n'utilise pas nécessairement le même système électronique que vous êtes habitué là, à RDS lors des diffusions régulières des matchs, que ce soit de la Ligue nationale ou du hockey junior. Bernier qui a fermé la porte à nouveau et Boychuk qui a été en mesure de transporter le disque jusqu'à l'autre bout. C'est repris par... la punition vient de se terminer du côté russe, donc c'est avantage numérique là, pour la Russie. 1 minute 10 secondes, le temps qui reste à écouler à la punition de Perron. Voinov derrière son filet. Plutôt Chudinov. Chudinov qui... Toujours sur la glace, Chudinov. Ouais.
Choulinov avec Vishnevski. La Choulinov qui vient de perdre le disque à Legion. Et Legion qui va s'amener en zone adverse. Mais Vishnevski en repli défensif là, vient le frapper dans le coin. Sauf que Legion gagne beaucoup de secondes dans cette infériorité numérique. Globalski qui attend toujours pour quitter, lui. Oui. Il va attendre un hors-jeu. On s'amène du côté de Riabev. Riabev applique les freins. Laisse à Cherepanov derrière. Cherepanov à Vishnevski. Vishnevski, son tir, ça a été bloqué par Bernier. Il a dû être vigilant là-dessus parce qu'il avait la vue obstruée. Bernier à nouveau qui ferme la porte là, du côté gauche. Et la rondelle qui... oui, ça a failli sortir dans c'était un 2 minutes. C'était un 2 minutes si jamais... Bon travail de Riabev. Stéphane, l'allié droit pour aller faire écran sur le gardien de but, Jonathan Bernier. C'est un des rares qui s'est présenté devant le but aujourd'hui pour les Russes. 6 minutes à écouler dans cette troisième période. 2-0 le Canada. Et là, David Perron qui revient dans la mêlée. Donc, on est revenu avec des formations complètes. Alors, ça ne fonctionne pas, l'attaque massive pour la Russie qui est 0-5 dans ce match et qui était, rappelons-le, 1-13. 1-18, c'est pas beaucoup. Non. On n'est même pas à 6 %. Il faut donner crédit à l'équipe de Brent Sutter. On évolue en désavantage numérique de façon exemplaire. Dégagement refusé. On s'arrête pour une pause. 2-0 le Canada. Que vous voyez au banc des punitions, lui a écopé d'un 10 minutes de punition. Ça va se terminer bientôt. Probablement terminé sa partie au banc des punitions. Ben, il reste 3 minutes 30 quelques et un petit peu plus de 5 minutes à faire au match. Juste avoir l'occasion d'avoir une autre présence sur la patinoire. On voit l'amphithéâtre ici, comme tu l'as mentionné plus tôt. 8500 sièges et... c'est tout nouveau. Oui. Les cheerleaders derrière le filet, ils n'arrêtent pas souvent. Hein? Je regardais ça. Là, un bon cardio aux autres. Ouais, même quand le jeu se poursuit, là, je pensais qu'ils dansaient juste pendant les arrêts de jeu, mais regarde, là, les pompons se promènent même quand le jeu roule. En Europe, c'est très populaire, évidemment, lors des championnats mondiaux juniors, là, que ce soit en Suède, que ce soit en République tchèque. On voit pas ça au Canada. Autre mœurs, autre coutume. Publicité différente aussi. On amène souvent un véhicule automobile dans le coin de la patinoire pour faire de la promotion. La passe qui était destinée à Lucic est un peu longue. C'est Vishnevski dans le coin qui a été frappé par Lucic. Vishnevski qui va participer au camp des Stars de Dallas, après quoi il devrait retourner avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Mise en échec solide et Legion qui a été ébranlé là-dessus. Là. Et Choulinov, le jeune, qui s'est encore une fois... Mais Legion poursuit, se relève et continue. Cherepanov s'amène, le tir de Cherepanov qui a frappé le patin de Halsner. La passe était pour Voinov, le tir sur réception de ce dernier qui a raté la cible. Cherepanov reprend, Cherepanov s'amène. Belle feinte et là, on est venu frapper à la porte et il y aura infraction. C'est qui sera chassé là-dessus. Et qui va être décerné au Canada, ça c'est certain, parce que les Russes étaient en possession de la rondelle. Mais quelle belle présence de la part de Cherepanov avec beaucoup d'habileté. C'est amené dans la zone privilégiée. Regardez bien ce qu'il va faire avec la rondelle. Si le tir est raté par Voinov, et là Cherepanov s'empare de la rondelle, il va se moquer de la défensive une fois. Ici, une belle feinte, va coucher le défenseur canadien. Et par la suite, je crois que c'est Legion qui va être chassé parce que il a donné un coup de bâton, pas un coup de bâton, mais un coup de pied sur moi, j'ai vu par la suite l'officiel canadien qui a signalé 2 infractions. Peut-être Lucic aussi par la suite. Juste là, regarde bien là, quand... ça, c'est Lucic qui va... Regarde Cherepanov. Legion va s'amener sur lui. Regarde bien Legion. Hop, on l'a manqué un petit peu, là, mais va lui donner un coup à la tête. Ah, c'est Legion qui est chassé. Legion est chassé au banc des punitions, mais Kulikov aussi est au banc des punitions du côté de la Russie. Alors, avec 4 minutes 34 à écouler, voilà Kulikov. OK. Alors, on est en...
Alors, ce sera des formations réduites là, de part et d'autre. Non, on y va avec des formations complètes. Je pense qu'on devrait y aller avec des formations réduites. Ça devrait être... de toute façon, on y va avec... Non, on est à 4 contre 4. Voilà. C'est ça. Il y avait un joueur de trop du côté de la Russie. Des Russes. Il faut le dire, Stéphane, il peut y avoir égalité dans ces matchs, mais il ne peut pas avoir égalité après 8. S'il y a égalité après 8, on va disputer un autre match pour déterminer du gagnant. Oui, il n'y aura pas de prolongation et de tir de barrage. Mais comme c'était le cas en 72, il y avait eu un match qui avait été terminé par un pointage nul. Le match présenté à Winnipeg, le 3e match de la série du siècle à l'époque. La Russie avait gagné le premier, le Canada le 2e et le 3e s'était soldé par un match nul. Et parlant de Winnipeg et parlant du match de la semaine prochaine, Normand, pour la première fois depuis 72, la semaine prochaine, lors du match de mardi à Winnipeg, l'équipe canadienne va porter le même chandail que portaient les joueurs canadiens en 72 lors de la série du siècle. Alors, la fameuse feuille d'érable, coupée en deux, si on veut. Et évidemment, à la suite de ce match-là, on va vendre les chandails par encan silencieux et les profits seront versés au programme de développement là, de Hockey Canada. Alors, mardi prochain, donc, la formation canadienne va porter, comme c'était le cas en 72, là, avec Ken Dryden, Tony Esposito. Phil Esposito. Oui. Jean-Paul Parisé. Oui, qui n'avait pas, c'est pas, j'en faire une belle, lui. Qui a failli tuer l'arbitre Kampala. Ça s'est repris par Cherepanov. Cherepanov qui s'amène en zone adverse. Yvan Cournoyer, évidemment, faisait partie de cette équipe. Ah, ben Clark, tellement de noms mémorables dans cette série. Alors qu'on voit Cherepanov, un tir de l'extérieur de la ligne bleue. Pas été très menaçant, les Russes, en 3e période jusqu'à maintenant. N'ont pas été capables de vraiment mettre à l'épreuve Jonathan Bernier. Pour ce qui est du dernier tir, bien inutile de vous dire que ça a été un jeu d'enfant pour Bernier de faire l'arrêt. On voit les deux joueurs chassés du côté du Canada. Et les deux joueurs, parce que Brad Marchand était toujours là, va replacer son équipement parce qu'il va quitter dans 1 minute 6. Et pour ce qui est de Legion, bien lui, sert une pénalité double. Il reste une 14, pardon, à Marchand et 56 secondes maintenant à Legion. Oui, alors ça commence à se faire tard là, pour la Russie qui n'a pas été capable de percer la muraille. Jonathan Bernier qui lui dispute, Normand, il faut le mentionner, un premier match depuis qu'il a dû déclarer forfait pendant la Coupe Memorial. Tu te souviens, il avait été blessé à la cheville, il n'avait pas été en mesure de terminer là, le dernier match des Maniacs. Et ça faisait suite à une autre blessure qu'il avait subie au mois de janvier, mais c'était pas la même cheville. Alors Bernier, qui a été inactif, n'a pu s'entraîner pendant presque 6 semaines à la suite de ce match-là à la Coupe Memorial. Jonathan qui va être au camp d'entraînement des Kings de Los Angeles suite à ce tournoi, à cette confrontation Super Série Russie-Canada. Ça a été un choix de première ronde en 2006, Jonathan. Alors Phil Esposito avait été le meilleur marqueur là, du Canada lors de la série du siècle. 13 points en 8 matchs. Paul Anderson, comme je mentionnais, qui avait marqué les 3 buts gagnants, 10 points. Bobby Clark, Brad Park. Yvan Cournoyer, Jean-Paul Parisé, Jean Rattel, Rodrigue Gilbert, Dennis Hall, Ron Ellis. Et un but mémorable aussi, celui de Pete Mavlich, qui s'était moqué de tout le monde. Il avait battu un Russe. On disait que c'était la première fois qu'un Canadien battait un défenseur russe à 1 contre 1. Oh, mais de quelle façon? Et s'était moqué de Tretiak aussi, avec 2 feintes magistrales. Et un autre qui avait été très drôle, c'était Phil Esposito lorsqu'il s'était présenté. Il avait tombé sur la glace. Il avait été applaudi par la foule russe. Phil Esposito, évidemment, qui était un joueur spectacle, évidemment. Il avait levé les bras dans les airs et les gens l'avaient applaudi à tout rompre. C'était une très belle époque du hockey, une belle épisode du hockey. Tony Esposito et Ken Dryden s'étaient séparés la tâche, 4 matchs chacun. 2 styles complètement différents. Tony Esposito, c'était accroupi, style papillon, et Ken Dryden, grand gardien de but qui prenait énormément de place devant le filet. Les gardiens, ce qu'on appelait à réflexe. Et Perron, la descente, quelle fête! Et Perron, le but! Oh, quelle descente de David Perron là-dessus qui s'est moqué du défenseur. Et... Quand on disait que Pete Mavlich s'était moqué d'un défenseur à 1 contre 1, Perron vient d'en faire un autre exemple. C'est complètement moqué du défenseur à 1 contre 1 qui s'est fait endormir par la rondelle. Je ne sais pas si la rondelle a frappé. Regardez ici. 1 contre 1. Oui, c'est le défenseur Alexei Grishin qui a pris une tasse de café là-dessus, gracieuseté de l'attaquant des Maniacs de Lewiston. Je ne sais pas si Kablukov, le 22, c'est lui qui pousse la rondelle avec son patin derrière le but, derrière la ligne des buts à nouveau. Ça part dans le territoire canadien, Perron, on va le voir comme il faut là-dessus. Juste ici, c'est moqué de lui, passer la rondelle entre ses patins et son bâton. Regarde la rondelle. Oh non, je pense que c'est Perron qui lui touche. Il l'a ramené par lui. Oui.
Ah, il a touché avec... regarde, du revers. On va lui toucher du revers, juste là. Oui, c'est lui. Il a ramené le 10 derrière lui. Ça, ce but-là, ça va faire les jeux de la semaine à Sport 30. Et on va revoir cette séquence pour... Est-ce que tu penses que John Davidson regarde les prouesses de l'équipe canadienne? Ça va certainement l'inspirer. Je pense que David Perron... Je ne peux pas faire autrement. Norman me demandait si Mac Pacioretty, le choix de deuxième ronde du Canadien en première ronde le mois dernier, est très bon parce que là, Perron, il était disponible pour le Canadien et on ne l'a pas sélectionné. Ouais, mais encore... 3-0 Canada. On va en reparler. On aura beaucoup de temps. Alors, quel but marqué par David Perron, son premier du tournoi. Il avait obtenu une passe sur le premier but également de ce match, marqué par Kyle Turris. Alors... Il y a un autre qu'on n'a pas parlé, Stéphane, qui manque à l'appel, dû à une blessure, c'est Angelo Esposito, parce que tu as parlé de repêchage tantôt. Angelo qui avait été sélectionné pour participer à cette série, mais qui malheureusement... abdiqué parce qu'il a une blessure à l'aine. Ouais. Moi, je m'en vais voir justement le match ce soir en concours entre les Remparts et les Voltigeurs de Drummondville. Match qui est présenté dans ton ancien amphithéâtre, Normand, au stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Va attirer la clientèle de Saint-Hyacinthe vers Drummondville, leur donner un petit peu le goût du hockey junior, eux qui ont été un excellent public de hockey junior, les Mascoutins. Oui, de la saison 89-90 à la saison 96-97. Alors, ça aura duré là, 8 saisons. Avant que l'équipe ne soit déménagée à Rouyn-Noranda pour devenir les Huskies. Ça mène en zone adverse. On va tenter de briser évidemment le blanchissage de Jonathan Bernier, mais sauf pour quelques occasions, le Bernier n'a pas été menacé outre mesure. A peut-être eu à signaler à 2 ou 3 occasions. Mais ça mène en zone adverse là, du côté canadien. À nouveau, c'est Emerton et Tyrell qui étaient là. Et là, ce qu'on a marqué, Gillies a les bras levés, mais on voit plus la rondelle maintenant. Tellement de brouillard. Là, on va regarder à nouveau ce qui s'est produit. Tyrell s'amène, Dana Tyrell qui s'est servi de sa rapidité, a coupé devant le défenseur, tire vers le filet qui a été bloqué par le défenseur. Et Tyrell continue sa poursuite vers le filet. Et c'est Emerton qui a passé bien près de marquer. Je pense que la rondelle qui était sous le gardien de but, Stéphane, ça semblait être près de la ligne des buts, sinon franchir la ligne des buts. Alors le Canada, Normand, qui va prendre l'avance 2-0 dans cette super série. Et là, ça va devenir difficile pour les Russes. Ils devront absolument, s'ils veulent espérer l'emporter dans cette série, gagner le prochain match. Parce que ça ne sera certainement pas facile d'entrer au Canada, de s'amener au Canada avec un déficit de 3 ou de 4 matchs. Et ce ne sera pas motivant non plus, effectivement. Alors 3-0 la victoire. Jonathan Bernier qui signe le blanchissage. Et Brent Sutter est 14-14 à la barre de l'équipe canadienne junior. Merci Normand, on s'arrête pour une pause. Vous regardez la Super Série 2007 à RDS. La Super Série Canada-Russie vous est présentée par NikeTraining.ca. Les médailles font oublier la douleur. Soyez de la formation partante cet été. Imaginez que la route ne fait pas partie de la ville, mais de la planète. Le moteur IVTEC super économique à faible émission. Dans chaque Civic, unique à Honda. L'histoire du match vous est présentée par NikeTraining.ca. Les médailles font oublier la douleur. Soyez de la formation partante cet été. Alors, un coup d'œil sur l'histoire du match Nike. Évidemment, c'est 3 buts marqués. Le Tourist Legion et Perron. Perron, 1 but, une passe dans le match. 2e but dans le tournoi pour Tourist. Et à noter également que Jonathan Bernier, c'est un jeu blanc, mine de rien. Il a été parfait
Alors, belle performance. Et encore une fois, les unités spéciales qui ont fait le travail du côté du Canada. On est allé chercher encore un but en avantage numérique. Et du côté de la Russie, on a de la difficulté à profiter de ces supériorités numériques. Alors voilà donc le Canada qui mène maintenant cette série 2-0. Le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous en ce qui nous concerne ce vendredi à compter de midi. La série qui va se poursuivre, cette super série du côté de Omsk, toujours en Russie. Rendez-vous à ne pas manquer. Au nom de Stéphane Leroux et Normand Flynn, c'est Michel Lacroix qui vous dit au revoir tout le monde et à la prochaine. Est fier de vous présenter la super série Canada-Russie 2007, match numéro 3, disputé à l'aréna de Omsk, en Russie. Bon vendredi tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de